municipal précédent. Y a-t-il des remarques particulières au sujet de ce compte rendu? Oui, je vous en prie. Oui, non, il n'y a pas de remarque sur le compte rendu lui-même. Par contre, on a une remarque sur l'ordre du jour. On s'est vu le 12 janvier là, pour discuter de l'évolution du règlement intérieur concernant l'accès à l'espace internet du site pour une tribune de l'opposition. Donc on s'est mis d'accord sur le contenu de cette tribune, la manière de la faire vivre, et on avait convenu qu'on passerait le règlement intérieur évolutif à ce conseil municipal. Là, on s'attendait à voir ça dans l'ordre du jour et on n'a pas vu. Il y a eu effectivement un petit retard parce que nous avons demandé à la personne qui gère notre site de nous envoyer un petit retour et il est arrivé il y a 2 jours seulement et effectivement nous avons eu un petit retard. Nous avons eu la réponse il y a quelques jours et ce n'était pas... Voilà. Ça pose question sur le contenu, ce sur quoi on s'est mis d'accord? Ah non, ça ne change rien. Voilà, vous pouvez donner les détails mais c'était effectivement... Nous avons demandé des précisions pour savoir le caractère, le fond, etc., les photos, les liens, etc. Il y a un peu là-dessus. Donc on s'est dit, Madame le maire, je vais faire passer par mail, mais sur le fond, ça ne bouge pas. Il y a des choses qui seront possibles d'autre part. Donc je voulais vous les écrire avant de les présenter au conseil. Voilà, que vous soyez au courant de ce qui va être dans la délire. C'est comme me paraît tout à fait normal. Au prochain conseil. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Nous allons donc voter ce compte rendu. Qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. D'abord, compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 avril. Donc, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises par délégation du conseil municipal. Numéro 8, signature d'une convention avec la commune de Châteauneuf-le-Rouge pour la mise à disposition de personnel et de matériel pour des opérations ponctuelles d'installation et d'enlèvement d'illumination. Pendant la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, la commune de Châteauneuf prendra en charge le montant des salaires au prorata du temps d'intervention, le montant des frais afférents au déplacement et aux véhicules et le montant des frais relatifs aux fournitures nécessaires aux prestations. Numéro 9, versement de la somme de 2040 € représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Olivier Burtès-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée Commune de Fuveau contre Monsieur et Madame Fils Jean-Claude, devant le tribunal administratif de Marseille. Numéro 10, signature d'une convention avec l'association L'École des Champions de Provence pour la mise à disposition d'équipements communaux, salle du tir à l'arc au gymnase et stade Paul Prieur du 8 au 12 février 2016 pour un stage de perfectionnement football. Numéro 11, désignation de la société IPB, Office Solutions, pour la réalisation du bulletin municipal de Fuveau pour un montant de 6 750 €, conception, mise en page et livraison de 3 journaux municipaux à compter de la date de notification pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois, par reconduction express. Numéro 12, désignation de Maître Olivier Burtès-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par la SCA Château-Larc et autres devant le tribunal administratif de Marseille, en demandant d'annuler la délibération du conseil municipal de Fuveau en date du 23 novembre 2015, par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification numéro 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau. Numéro 13, désignation du cabinet Julien Damore pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'une procédure de transfert d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le secteur du centre-ville de Fuveau, pour un montant de 13 160 € hors taxes. Numéro 14, signature d'un contrat avec la société Longitude Solutions pour la maintenance des progiciels Municipal Canis, la gestion des animaux dangereux, et Municipal, gestion de la police municipale, pour un montant de base annuel de 618,90 € hors taxes, à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.
Et enfin, signature de l'avenant numéro 1 avec la compagnie d'assurance SMALT du contrat dommages aux biens et risques annexes, prorogeant le contrat actuel jusqu'au 30 juin 2016 aux mêmes conditions financières. Y a-t-il des questions? Sur le numéro 10, signature d'une convention avec l'association L'École des Champions de Provence, est-ce que ce sont des enfants fuvelains qui sont concernés par ce stage? Ça a déjà eu lieu, mais je pense que Béatrice Bonfion va vous répondre. Je ne savais pas si tu... Ah si, c'est une question. Alors, l'École des Champions de Provence, pour vous faire juste un petit historique de l'association, en fait, le président de l'association, c'est M. Guy Demel, qui est donc un champion du Congo de mémoire, et il joue en Angleterre. Et le but de son association est de promouvoir le football pour tous les enfants dans tous les villages, et que ce soit un sport qui soit le plus accessible possible. Il avait commencé à le faire, il a fait un premier stage à Méreuil cet été, et qu'il faisait payer à l'époque 75 € de mémoire, 50 €. Et donc il demande à l'ensemble des communes du Pays d'Aix si c'est possible de leur offrir le stade, de leur permettre d'avoir le stade gratuitement, et également un gymnase pour qu'ils puissent faire ce genre de stage. Nous avons répondu favorablement, évidemment à la condition que ce stage soit ouvert à tous les fuvelains volontaires. Et c'est ce qui a été fait. Pour ne pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y avait environ la moitié des enfants qui étaient fuvelains et l'autre moitié qui venait de Méreuil, de Marseille, etc. Voilà. Et c'était un stage gratuit ou payant? Non, c'était 150 € la semaine. Alors, ce qui est étonnant, c'est très bien sur le principe. Par contre, on avait discuté le fait au niveau associatif de faire payer certaines locations de salles aux associations dans le cadre justement de stages payants. Or là, on met à disposition des équipements gratuitement, alors que par ailleurs, à des associations fuvelaines, on va demander un retour financier. Tu as tout à fait raison, Agnès, et c'était la question, mais sauf qu'on n'a pas délibéré encore sur le prix de la mise à disposition des équipements, et que donc nous pouvions demander une rémunération. C'était soit on leur disait oui gratuitement, soit on leur disait... Donc on suppose que si ça se réitère pour une autre action... Bien sûr, à partir du moment où on aura délibéré et que le groupe de travail des associations se sera mis d'accord sur un tarif, à ce moment-là, évidemment, on l'appliquera à l'ensemble des associations qui occuperont les équipements fuvelains. Y a-t-il d'autres questions? Moi j'avais une question. Sur la numéro 11, vous pourriez nous indiquer la signe 750 €, le coût. C'était quoi le coût précédent Alors, on va tout. Madame Lefort va vous expliquer. En fait, on a refait un petit appel d'offres. Alors, préalablement, nous avions une entreprise qui s'appelait CSC et qui nous facturait effectivement pour les 3 bulletins, c'est à peu près 16 pages chacun, qui nous facturait aux environs de 15 000 € par an. Lorsque j'ai contacté mes collègues, quand je suis arrivé effectivement à cette délégation de communication, j'ai contacté d'autres collègues, bien évidemment, des collectivités pour savoir à peu près quel était le montant des prestations de communication, donc de journaux municipaux, ce qu'ils avaient en fonction du nombre de pages, en fonction du nombre de numéros. Puis je me suis aperçu qu'effectivement c'était relativement cher, ce dont je me doutais depuis le début. Comme le marché était encore applicable, dès l'instant où il a été terminé, j'ai relancé un petit MAPA qui marchait. J'ai eu effectivement 3 prestataires qui ont répondu. Alors, bien évidemment, c'est en maintenant pratiquement le prix qu'ils nous faisaient l'année précédente.
et 2 autres prestataires qui ont fait effectivement des prix avec les mêmes prestations répondant exactement de la même manière au marché, qui sont, vous voyez, 6 000 et quelques euros pour 3 numéros, 4 300 publications, livrés dans les mêmes conditions, quadricomie, etc. Donc exactement les mêmes détails. Donc on passe de 15 000 euros que nous avions l'année... Ah si, c'est 15 218 à 6 750. C'est une belle économie, parce qu'on nous a demandé de faire tous, bien évidemment, sur la commune de Fuveau. Donc nous avons bien évidemment fait en sorte que ça se passe aussi dans le domaine de la communication. Nous aurons normalement la même prestation, ce que j'espère, parce que j'ai reçu la personne en lui précisant ce que nous attendions, en lui montrant ce qui était fait préalablement. Normalement, ça ne peut pas poser de problème. L'avantage avec cette société, c'est qu'ils sont à la fois imprimeurs et concepteurs. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu moins cher, alors que dans les autres prestataires, vous aviez à la fois l'imprimeur d'un côté qu'il fallait payer, plus le concepteur de l'autre, d'où le prix quelquefois un peu élevé dans certaines collectivités. Dans le précédent prestataire, il y avait plus de numéros, c'est pas 3 numéros. Si, il y avait 3 en moyenne. On avait un nombre de pages, en fait, ça fait 3 numéros à 16 pages. On en avait quelquefois 12, mais voilà, il y a la page. Ça va? Oui, la numéro 13, donc la désignation du cabinet Julien Damor. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord procédure de transfert d'office? En quoi ça consiste? Vous savez très bien qu'à Fuveau, beaucoup de voies sont privées, mais ouvertes à la circulation publique. Vous en avez beaucoup d'exemples, je ne citerai que la contrallée de course. Donc effectivement, l'idée, c'était, mais Daniel nous en parlait un peu plus longuement, il y a beaucoup d'ailleurs de rues entières qui sont entièrement privées. Donc, de lancer une procédure de transfert des voies privées. Daniel, si tu veux donner des détails supplémentaires, mais enfin, le principe est celui-là. Ouais, c'est un travail qu'on a démarré en 2012, qui intéresse uniquement l'agglomération. C'est-à-dire l'agglomération, c'est la surface qui est comprise entre les panneaux où il y a marqué Fuveau ou Fuveau pareil, ou la marque c'est pareil. Hein. Donc en fait c'est un travail qu'on a fait à l'intérieur de ces panneaux d'agglomération. On a regardé les rues et les chemins qui étaient intéressants pour l'intérêt général, souvent des chemins qui débouchaient et pas des chemins en cul-de-sac, quoi. Donc on a regardé tout ça, on a fait faire l'état de la voirie par aussi un géomètre. C'est quelque chose de très important pour nous dire voirie en bon état, dégradé, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les réseaux aussi, s'il y a des réseaux présents ou pas. Et donc cet état a été fait, effectivement. Et on s'est aperçu aussi au niveau du foncier que certaines voiries étaient encore privées. Donc quand on prend tout le village historique, dans le vieux village, c'est du domaine public, de façade à façade, même si ce n'est pas respecté dans la réalité, mais de façade à façade, tout appartient au domaine public. Par contre, c'est vrai que dans le nouveau village, on va dire, celui qui est né dans la seconde partie du 19e et dans le début du 20e, c'est vrai qu'un tas de rues d'aujourd'hui, donc qui débouchent effectivement, appartiennent toujours à des propriétés en privé, qui ne peuvent pas planter des poireaux, hein, puisque les réseaux passent dessus, le goudron a été mis, enfin, en fait, ce sont des servitudes qui se doivent normalement de terrain à terrain. Donc on se proposait, à travers ce classement, de pouvoir récupérer toute ou partie de ces voiries. Voilà. Donc c'est une procédure qui est lancée pour récupérer tout ce foncier-là, puisque je rappelle quand même que l'argent public qui est mis en place pour des travaux va normalement, je dis bien normalement, parce que même par le passé, on a entretenu des voiries qui appartenaient pas à la commune. Donc c'est pour régulariser en fait une situation de fait. Je crois qu'on avait trouvé à peu près 19 voies privées qui étaient à peu près. Tout ça. Et là, on régularise, c'est-à-dire on transfère d'office depuis des propriétés privées, des propriétaires privés vers la commune. C'est 19 voies privées là?
Entre autres, ouais. Vous avez le périmètre vous pouvez récupérer le périmètre ce qui va être fait À l'intérieur de ce périmètre. Hein. Donc le périmètre de Boiry, c'est le panneau d'entrée de ville qui est situé au carrefour d'Europe, là-haut. Ensuite, vous en avez un qui est après l'ancienne station d'épuration en allant vers Châteauneuf-le-Rouge. Hein. Vous en avez un autre qui est juste avant l'autoroute sur la route de Rousset. Vous avez celui sur le 57A, c'est aussi avant le tunnel sur l'autoroute. Et puis côté nord, le 56E, là, c'est au cimetière. Voilà. Donc, en fait, à l'intérieur de ce périmètre, on a donc des 19 voies privées, entre guillemets, et donc avec des servitudes dans lesquelles le passage, des choses comme ça, entretenues par la mairie, c'est ça, dans lequel on souhaite dire, finalement, puisque c'est entretenu par la mairie, puisqu'il y a des servitudes, la mairie récupère. Donc, et surtout qu'ils sont ouverts, ces voies sont ouvertes à la circulation publique, de fait, sont soumises par le biais de la police municipale aux règles de circulation dictées par la maire. D'accord. Que... Et ça comment ça fonctionne avec des propriétaires privés, comment ça fonctionne, c'est de fait, c'est-à-dire la mairie transfère en disant vous avez mis une parcelle privée devant chez vous, elle est devenue publique, il y a un acte qui dit que c'est plus chez vous, entre guillemets, est-ce que c'est comme ça que ça se passe, est-ce qu'il y a une rétribution, premièrement, et deux, est-ce que l'ensemble des propriétaires qui sont concernés, là, ils sont au courant? Donc cette procédure, elle concerne pas la totalité des voies dans le périmètre d'agglomération du village, et seulement 19 voies, parce que c'est une procédure qui est relativement lourde, puisque, pour vous poser justement la question, il est prévu une notification individuelle à chaque propriétaire ou copropriétaire concerné. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes concernées sur 19 voies. Sachant que quand on est face à une copropriété, si j'ai 20 copropriétaires en face, ça fait 20 notifications. Donc c'était difficile de traiter la totalité des voies qui étaient concernées. Après, le caractère privé de ces voies, il pose des problèmes d'administration pour les services, que ce soit pour la police municipale, pour le service urbanisme et pour les services techniques. Et il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est des voies qui sont ouvertes à la circulation publique. Et à partir du moment où ces voies sont privées et ouvertes à la circulation publique, elles peuvent rentrer dans le cadre de cette procédure-là. Donc il y a un dossier qui est constitué, d'accord, qui va dire voilà, quelles sont les voies concernées, qui identifie toutes les personnes qui sont concernées par cette procédure-là, et une notification individuelle, donc à l'ensemble des propriétaires et des copropriétaires. Une fois qu'il y a eu la notification, ça passe en enquête publique. Les personnes ont la possibilité d'émettre des observations par rapport à ce qui est envisagé. Suite à cette enquête publique, il y a une délibération qui passe au conseil municipal. Cette délibération, elle a deux conséquences. D'abord, de par l'approbation de la procédure, ça emporte transfert de propriété. Donc, ça ne se fait pas comme ça, il y a quand même un acte. La deuxième chose, c'est que ça vaut également le plan d'alignement. C'est quoi le plan d'alignement? C'est de dire, voilà où commence la partie communale, voilà où s'arrête la partie privée, où commence la partie privée. Et ça, dans le village, quand les services techniques ou la police municipale interviennent, c'est quand même important qu'on sache clairement où on en est. Quand vous dites alignement, c'est genre s'il y en a au milieu d'une rue, non, ça s'applique à tous, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est juste savoir où ça s'arrête. Non, l'alignement, c'est où commence, où finit, ça dépend où on se positionne, la partie communale et la partie privative. C'est l'endroit où passent les voitures, où sont posés les réseaux. Si à cette voie il est nécessaire d'avoir par exemple des caniveaux qui récoltent le pédale, ben, ça fait partie, c'est intégré dans l'alignement, quoi. Voilà. S'il y a des talus, la route est plus haute que, je vous donne un tas d'exemples, ben, même encaissé, l'alignement va jusqu'en haut des talus. Voilà. Donc c'est d'essayer de résoudre une situation qui perdure, qui il y a certes eu un classement en 1997. Alors il y avait toute une partie sur le foncier qui avait été faite, mais une partie qui n'était pas faite. Donc aujourd'hui, à l'occasion de certains dossiers, on a pu avoir des documents de la Chambre des notaires qui nous font apparaître des petites parcelles que nous on n'a même pas sur le cadastre.
Donc ça, Les c'est- parcelles privées, c'est ça? Oui. Qu'on n'avait pas sur le cadastre. Voilà, donc bon, après, je pense que voilà, là, l'objectif qui est poursuivi, c'est de clarifier une situation pour que tout le monde sache effectivement ce qu'il en est. Oui, mais c'est pas que de savoir qui appartient à quoi, c'est aussi de dire, le transfert d'office, c'est bien de dire, vous aviez une parcelle privée, elle est devenue publique. Est-ce qu'il y a une rétribution financière ou pas? Non, c'est transfert d'office, c'est sans indemnité. C'est sans indemnité. C'est une expropriation. Donc, et est-ce qu'ils, vous disiez de notification, ils ont été prévenus elles vont arriver quand et l'enquête publique est prévue Là, quand? c'est la désignation de la personne qui va être en charge de faire le dossier. Là, nous lançons la procédure, mais nous n'avons pas encore commencé puisque Au début, ça n'a pas commencé. La Oui. procédure, ça va prendre combien de temps? Et c'est quoi le timing? Voilà. Tout dépend si ça se passe de façon classique ou s'il y a des oppositions, parce que s'il y a des oppositions, il faudra que ce soit une arrêté préfectorale. Là, aujourd'hui, j'aurais du mal à vous répondre, parce que je ne sais pas... Moi, j'ai une petite, sur le course, j'ai une petite idée, mais je sais pas vous, mais il suffit d'écouter les gens pour comprendre qu'au moins à certains endroits, on sent bien que ça va pas passer, à mon avis, comme une lettre à la poste, cette histoire, parce qu'il y a des gens qui font valoir ces droits-là pour justement expliquer qu'ils ont droit à ça et que ça complique, que ce soit les manifestations, des choses comme ça. Donc, je vois bien l'intérêt au moins de discuter au moins de ce sujet-là, mais on voit bien que ça va pas être simple, quoi, parce qu'il y a toute une histoire et tout un passé qu'il va falloir reprendre, expliquer, etc. Donc, on voit bien que le sujet n'est pas simple. Non, mais là, ce qu'on fait là, il y a 5 ans, on aurait pu le faire aussi. Hein. Il y a 100 ans. Eh oui, parce que ces voiries, on les utilise depuis 5 ans, et 50 ou 60 ans, quoi, ça aurait pu être fait. Il y a beaucoup de villes qui ont fait à mesure. Bon, nous, à Fumeau, on a la particularité de ne pas avoir fait. Alors, franchement, je ne sais pas, pas la réponse. Mais nous, on a dit, bon, à un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se mette en conformité avec les règlements et avec les propriétaires. Est-ce que l'issue finale est, quoi qu'il en soit, en faveur de la commune? Est-ce que s'il y a arrêté préfectoral, enfin, si le propriétaire proteste... S'il y a une opposition, c'est plus Madame le maire qui a le pouvoir, c'est le préfet qui a la possibilité de prendre un arrêté préfectoral. Après, il peut être attaqué, comme tout acte. Hein. Ça peut aller au tribunal administratif. On a prévu une ligne budgétaire. Non, mais on en rigole. Non, mais c'est la vie de tous les jours. Hein. Non, mais c'est la vie de tous les jours. Et c'est aussi la vie de Fumeau, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des communes dans lesquelles il n'y avait peut-être pas se passer cette histoire, on avait réglé le problème plus facilement, du coup, c'est moins venu sur la table, entre guillemets. On voit bien que ce sujet-là, il revient régulièrement sur la table dès que vous amenez un projet d'urbanisme qui impacte ces zones-là. On ne va pas parler clairement du parking, on voit bien qu'à l'occasion de la réflexion des voiries et du parking, c'est bien à l'occasion de ce projet-là qu'on a commencé à discuter de ça et qu'on voit bien que c'est un sujet d'achoppement entre les riverains et puis la municipalité qui veut essayer d'aménager un certain nombre de choses, quoi. Et on voit bien que ça arrive probablement d'amener un certain nombre de tensions. La question, c'est pour peut-être trouver des solutions pour... est-ce que vous avez prévu, vous, des réunions d'accompagnement auprès de ces riverains pour leur expliquer le sens, pour leur... Mais nous n'avons pas encore commencé. Nous venons seulement de délibérer. Voilà. D'accord. Vous voulez, mais non. Excusez-moi. Nous, on tourne à droite. Le 18 mars, On va voilà. le 18 mars, il y a une réunion publique, ça reviendra probablement sur la table. Parce que c'est les voiries. Donc, le 18 mars, on va parler de requalification du centre-ville, effectivement. Et donc, du coup, pour se l'aider, il est bien dans le périmètre. Le parking n'y est pas. Non, parce que ça fera l'objet d'une autre réunion. voilà, nous n'avons pas, le bureau d'études n'a pas terminé ses travaux. Nous avons d'ailleurs pris un bureau qui nous fait un travail sur effectivement le stationnement, le nombre de véhicules. Et là, Ça, par contre, ça sera présenté le 18 mars. Voilà, Hein, les conclusions comptables. L'étude de la comptabilité des véhicules, leur sens, leur destination.
Et puis le nouveau sens de circulation sera présenté effectivement le 18 mars. D'accord. Mais le 18 mars, il y aura probablement un impact sur le course léger avec peut-être des propriétaires qui vont dire non, c'est chez moi, faites pas ce que vous voulez. Est-ce que ce sujet-là, il sera abordé en disant. De quoi? Moi, je vois mal comment ils peuvent s'opposer à la réalisation de travaux dans le sens où c'est la commune qui va les régler. Ensuite, quand on règle le problème du foncier, je suis d'accord. Et je pense que je vais pas tout, on va pas tout mêler ensemble, je pense. Hein, parce que si on passe une soirée uniquement sur les. Parce qu'il y a quand même des parcelles qui ont été récupérées par depuis le temps sur la contre-allée du course. Donc il reste quelques parcelles effectivement privées. Donc on va quand même en discuter à part de ça. On ne va pas polluer l'ensemble de la réunion avec qui part de la fontaine jusque sur le course pour quelques personnes. Je pense qu'il faut préparer le terrain avec. C'est bien de préparer le terrain avant de faire la voirie. Voilà. Bien, il n'y a plus de questions sur les décisions. Bien. Alors, nous commençons par l'urbanisme. Donc, nous venons d'en parler. Régularisation de l'insuffisance de la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement au bilan de la concertation et à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme par délibération du 28 juin 2007. Je pense que tout le monde a reçu les documents chez lui et vous avez donc cette nouvelle note de synthèse. J'espère que vous l'avez lue et relue. Apprise par cœur. Et donc, voilà. Éventuellement, nous sommes là pour répondre et je me suis permise de demander à Anne, qui est la technicienne, de répondre, puisque c'est elle qui l'a préparé, éventuellement à vos questions. Donc, Daniel et Anne, qui est la technicienne, pourront répondre à vos questions. Y a-t-il des questions? On ne va pas tout relire, hein, puisque... Daniel, tu veux relire l'essentiel ou bien... Donc, les deux délivres, effectivement, consécutives, là, se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Je vous conseille de la lire en entier, c'est ce que je vais faire. Donc, puisque donc, on va la lire, puisque vous avez assisté tout à l'heure à ce que vous a présenté notre avocat, en dehors du conseil municipal, mais il y a aussi le public qui n'était pas là, donc voilà. Plusieurs recours en annulation du plan local d'urbanisme de Fuot ont été présentés devant le tribunal administratif de Marseille. Un des recours a été formé par plusieurs requérants, à savoir la SCA Châteaulard, la SCI Hameau de Châteaulard et l'Association de défense de la Haute-Vallée de l'Arc et la Société Mirabeau. Donc, premièrement, en jugement, je vous passe le numéro du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a prononcé le rejet de plusieurs moyens, mais a prononcé une annulation partielle de la délibération en tant que le point 3 de l'article 20 des dispositions générales du règlement de ce plan local d'urbanisme soumet les terrains situés dans le lit majeur hydrogéomorphologique du Valat de Favary aux prescriptions applicables aux terrains situés en zone présentant un risque fort d'inondation et en tant que ce plan opère le classement en zone UC2 des terrains précédemment classés en zone AUH2 par le projet soumis à l'enquête publique. C'est très technique. Hein. Il a rejeté le surplus des conclusions de la SCA, Châteaulard et les autres. Les requérants ont interjeté appel de ce jugement pour solliciter l'annulation totale du PLU de la commune. Donc, petit 2, par un arrêt, je vous passe le numéro en date du 19 juin 2012, de la Cour administrative d'appel de Marseille. L'appel a été rejeté et tous les moyens furent écartés. Toutefois, cet arrêt fut annulé par décision du Conseil d'État 369-024 en date du 5 novembre 2014 pour vice de forme en raison de l'absence de visa d'une note en délibéré. Le Conseil d'État a alors annulé l'arrêt et renvoyé le contentieux pour un second examen
par la Cour administrative d'appel de Marseille. Petit 4, donc, par le second arrêt du Conseil d'État, c'est ça, non? En date du 19 novembre 2015, la Cour a annulé, la Cour d'appel, la Cour a annulé le jugement du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant que le surplus des conclusions de la SCA Château-Larc et autres avait été rejeté. Par son article 2 de ce même arrêt, il a été sursis à statuer sur le surplus de ces conclusions pendant un délai de 4 mois, en application de l'article L600-9 du Code de l'urbanisme, laissant à la commune la possibilité de notifier à la Cour administrative d'appel de Marseille les délibérations et notes explicatives de synthèse destinées à régulariser la procédure d'adoption des délibérations du 28 juin 2007 et du 27 février 2008. En effet, la Cour administrative d'appel de Marseille a considéré que les notes de synthèse qui ont été adressées aux conseillers municipaux préalablement aux séances du 28 juin 2007, arrêt du projet de PLU, et du 27 février 2008, approbation du PLU, se révélaient insuffisantes. Une nouvelle note de synthèse plus complète a donc été élaborée et transmise aux conseillers municipaux avec la convocation à la séance du conseil municipal. L'intégralité du projet de PLU a été mise à disposition des conseillers municipaux à cette occasion. La note explicative rappelle les objectifs poursuivis et présente le diagnostic environnemental et territorial, le projet d'aménagement et de développement durable ainsi que le zonage et les dispositions réglementaires. Après avoir rappelé les modalités de la concertation, le point est fait à ce sujet. Les grandes étapes de l'élaboration du PLU sont rappelées. Donc il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver la démarche de régularisation liée à l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement au bilan de la concertation et à l'arrêt du projet du plan local d'urbanisme de la délibération du 28 juin 2007. Et de confirmer la délibération du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme, et ce, après avoir dûment pris connaissance de la note de synthèse annexée à la présente délibération. Donc en fait, on ne revote pas le PLU, hein, vous l'avez dit comme dit tout à l'heure, on ne valide qu'une note de synthèse. Alors là, en l'occurrence, c'est la note de synthèse numéro 2, la pièce 2, hein, qui est beaucoup plus détaillée que Anne Fabre a mis un temps important à réaliser et qui correspond donc à ce que demandait la Cour administrative d'appel pour valider définitivement la forme du PLU de 2008. Hein, le fond du PLU, comme on vous l'a dit notre avocat tout à l'heure, toute l'attaque sur le fond du PLU, c'est-à-dire sur tout ce qui a été fait dans le PLU, n'a pas été retenu par la Cour. D'accord ? Par contre, la note de synthèse qui avait été fournie aux conseillers municipaux de l'époque avait été jugée insuffisante par la Cour administrative d'appel. C'est pour la raison pour laquelle on vous la représente en ayant détaillé beaucoup de points qui retracent toute la procédure finalement. Et donc elle est passée à je ne sais plus combien de pages, 53 pages, alors que la note d'origine devait en faire à peine une dizaine. Voilà, donc c'est une pure formalité pour que le tribunal administratif, la Cour d'appel administrative de Marseille, puisse statuer et valider définitivement le dossier complet du PLU de Filo. Là, Anne peut vous dire... Y a-t-il des questions? Voilà. Daniel et Anne. Un peu plus dans le détail. Non, ce qu'on peut dire là-dessus, on en a parlé pendant une heure avec l'avocat de la commune. On est en train, enfin, à la demande du tribunal administratif, on est en train de refaire l'histoire, entre guillemets, de repartir en arrière en 2008, et puis on nous demande de refaire. Voilà. Au-delà de cette histoire d'article 6-9 là, de la loi ALUR, qui autorise, entre guillemets, à reprendre un certain nombre, s'il y a eu des erreurs, à reprendre.
on se retrouve avec quelque chose quand même d'assez un peu ubuesque, parce qu'on sort une note de synthèse aujourd'hui, on est en 2016, qui en fait dit non, mais ça ne s'applique pas aux lois actuelles, entre guillemets, donc les lois Grenelle et les lois Allure, etc. On va évaluer, enfin, dans le contenu du document, elle n'est pas conforme à ces lois-là, entre guillemets, ces notes de synthèse n'intègrent pas la conformité à ces lois-là, mais elle est conforme à la loi de l'époque, si j'ai bien compris, de 2007 et 2008, et qui dit qu'à l'époque, c'est ces lois-là qui s'appliquaient, donc voilà ce qu'on avait proposé pour le PLU de l'époque. Mais comme on n'avait pas proposé suffisamment d'éléments, on les complète aujourd'hui, on en avait 1000 pages, on en met 50 aujourd'hui, donc on salue le travail j'ai envie de dire d'archéologie peut-être qui a été fait pour aller rechercher tous les éléments et essayer de se remettre en mémoire ce qui s'était passé au travers de l'enquête publique pour en refaire un document de synthèse qui est au global intéressant. Mais la question qu'on pose là aux conseillers municipaux qui sont autour de la table, c'est de se mettre un peu dans l'état de 2008 et de dire, avec une note de synthèse en l'état, est-ce que vous considérez que le PLU peut être jugé en l'état? Et puis vous l'avez sur la table, là je ne sais pas combien il y a de pages, mais vous avez 3000 pages que vous pouvez regarder comme ça pour vous assurer que tout ça est cohérent. Donc autant quand on nous demande d'approuver la démarche de régularisation, on peut être favorable au fait que la commune de Fuveau, elle essaye de régulariser comme le demande le tribunal administratif pour pas que le PLU soit cassé. Ça, on aurait tendance à être favorable à ce point-là et à voter ça de manière favorable sur ce point-là. Par contre, quand on nous demande de refaire l'histoire et de nous dire vous en pensez quoi de cette note de synthèse de 53 pages qui résume ce qui s'est passé en 2008 quand vous n'étiez pas là, appuyé sur le PLU sur lequel vous n'avez pas du tout travaillé, et vous ne savez pas ce qui s'en était passé, etc., même si c'est le document qui s'applique aujourd'hui, et de confirmer la délibération du 28 juin 2007, vous voyez que l'ensemble des conseillers municipaux qui sont là ont du mal à prendre position par rapport à ça en disant oui, on approuve cette note de synthèse, quoi, et tout le travail qui a été fait à l'époque où on n'était pas forcément là et sur lequel surtout on n'a pas été impliqué. Donc, je pense que on comprend la démarche de la part de la commune de Fuveau d'essayer de régulariser parce que c'est ce que lui demande le tribunal et c'est la manière de sauver le PLU. Mais de là à dire à travers on va refaire le travail d'histoire et on va se remettre en 2008 et puis on va s'imaginer qu'à travers un document comme ça, les conseillers municipaux qui étaient autour de la table, ils auraient pu juger sereinement et ils avaient suffisamment d'éléments pour juger, donc ils l'auraient fait en conscience et donc tout va bien. Et on se met dans cette posture-là. Eh bien, c'est quand même, on se retrouve quand même en termes d'urbanisme à devoir faire des choses qui sont un peu paradoxales, quoi. Enfin un peu étonnantes. Et puis je finirai sur deux points. C'est le débat qu'on a eu avec l'avocat là. Cette procédure, elle date depuis une dizaine d'années sur cette affaire Châteaulard. Et on a posé la question de comment on en sort. Comment on en sort définitivement, est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Quand on a évoqué l'histoire des risques. Parce qu'à un moment donné, qu'il y ait une position sur le fond. Cette histoire de dire, est-ce qu'il y a bien des droits à bâtir dans cette zone-là, dans le hameau de Châteaulard, là, les 38 000 m² de Chaune, le projet de 132 villas, etc. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord sur le fond pour le faire? Alors ça, c'est une première question. Mais depuis, on n'a jamais discuté de cette question-là. Et on est sur une procédure au tribunal, que ce soit administratif, Conseil d'État, depuis, alors maintenant, ça a commencé en 2005-2006, voire même en 97, donc ça fait, vous voyez, le nombre d'années. Vous évoquiez le fait que l'histoire, on commence à la perdre, à part les gens qui étaient là, c'est-à-dire M. Gouéran, l'avocat, il n'y a plus que ces gens-là qui sont au courant de ce qui s'était passé, etc. La question, c'est quoi les risques pour la commune de Fuveau? Nous, on en a évoqué deux. Un, c'était l'histoire des 2 millions qu'on a payés, avec un recours potentiel, entre guillemets, de la part des requérants, de Châteaulard, qui pourraient demander des dédommagements qui étaient montés à des sommes complètement astronomiques, de l'ordre de 140 millions, 160 millions, etc. La question, c'est quel est le risque résiduel sur ce dossier-là, des droits à bâtir vis-à-vis de la commune de Fuveau? Ça, l'avocat nous dit, a priori, puisque c'est passé en Conseil d'État et que c'est clos sur le fond, il n'y a plus de risque. Pour le Conseil d'État jugé. C'est ce que l'avocat dit, le Conseil d'État. C'est tout ce qu'on peut espérer pour la commune de Fuveau, c'est qu'on n'entend plus parler. Le deuxième point, c'est le fait que le PLU soit cassé. Si on se retrouve avec un PLU cassé de 2008, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les permis qui ont été donnés depuis 2008, ils sont attaquables, à mon avis. Je ne sais pas dans quelle posture ils sont, mais ils sont attaquables. Et puis on se retrouve avec un document du POS, qui est le seul document applicable dans la liste, c'est le POS de l'époque,
Et puis on se retrouve à devoir lancer toute une nouvelle procédure d'un PLU, etc. Donc vous voyez, on se retrouve dans... Voilà. Et là, on a une réponse lui disant, a priori, si cette note de synthèse suffit, il suffit de faire ça et l'affaire est soldée. L'affaire est soldée, sous couvert de Châteaulard qui a déjà attaqué le fait que, sur l'histoire du permis, du droit à bâtir, on est encore au tribunal administratif sur cette affaire-là. Sur le fait que ce jugement de la Cour d'appel du 19 novembre est déjà attaqué par Châteaulard sur le fond, et on est au Conseil d'État sur cette affaire-là. Et ce qu'il nous disait, Maître Burtès-Cousset, c'est que dès qu'on va décider ça, dès demain, probablement que cette délibération va être attaquée, et on repart au tribunal administratif sur qu'est-ce que vous avez fait là, au regard, c'est un document qui sort alors que la loi Allure, la loi Grenelle, ça s'applique pas, enfin je sais pas, mais en tout cas, on va se retrouver encore avec des éléments dans lesquels on n'en sort pas, quoi. Et la vraie question, c'est comment on en sort de cette affaire pour Fulvio. Donc, moi, si je résume tout ce que vous avez dit dans les questions, donc la première des questions, c'est sur le PLU. Donc, sur le fond du PLU, l'avocat était clair, ça a été jugé par le Conseil d'État. Hein. Donc, le PLU, le fond du PLU a été écarté de toutes les demandes de la SCA Châteaulard, enfin des requérants, quoi, qui demandaient à ce qu'on revienne à un PLU, en fait un PLU qui tombe pour pouvoir retrouver ses droits à bâtir. D'accord ? Ça a été écarté. Le seul truc qui a été retenu par la Cour suprême, puisque quand même le Conseil d'État est au-dessus de la Cour administrative d'appel, c'est pour ça que c'est redescendu au niveau de la Cour administrative d'appel, la seule chose qu'il a demandé, c'est effectivement, au niveau de la note de synthèse, il peut y avoir quelque chose qui est pas très clair. Pour les personnes qui ont voté à l'époque n'avaient pas suffisamment d'informations pour le faire. Or, quand le Conseil d'État a dit ça, il savait pertinemment qu'il y avait un article de loi, enfin un article dans le Code de l'urbanisme qui permettait justement de reprendre, l'avocat vous l'a bien dit tout à l'heure, le L609, qui permettait justement de revoir que la note de synthèse pour des raisons autres, puisqu'il y a un tas de communes qui ont vu leur PLU tomber à cause de broutilles, de nombre de feuilles, de papier ou de trucs comme ça, alors que le PLU était bon. Donc cet article-là permet à la justice de pouvoir valider un document qui est bon avec une note de synthèse qui est correcte. Voilà. C'est la seule chose qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de statuer sur la note de synthèse qu'on va produire au tribunal administratif de Marseille, à la Cour d'appel. Uniquement ça. Donc ça veut dire quand même que par rapport à toutes les attaques qu'on a subies par le passé, le PLU a quand même été validé. Le PLU est validé. Le fond du dossier n'a pas été attaqué. On a attaqué uniquement la forme. Hein, c'est là-dessus qu'on statue aujourd'hui. C'est uniquement sur la forme de comment on a présenté le document à cette époque-là. Alors moi, je vous comprends tout à fait. Alors vraiment, parce que même la première fois, quand Anne m'a dit il faut refaire la note de synthèse, moi j'ai sauté dessus, j'ai dit mais il faut qu'on refasse le PLU aussi. Mais non, le PLU on ne le touche pas, mais on refait la note de synthèse. C'est possible, c'est une porte qu'on utilise, et voilà, c'est cette porte-là qu'on demande de refermer à l'aide de ce document ce soir, et par le vote des conseillers municipaux. Voilà. Maintenant, dans l'avenir, c'est pas nous qui jugeons, il n'y a que les juges qui vont dire ok, c'est bon, et ça s'arrête. Hein. Mais petit à petit, toutes les portes qui avaient été ouvertes par les requérants, elles se ferment sur le PLU. Hein. C'est-à-dire que le PLU, petit à petit, il est de plus en plus validé. Voilà. Maintenant, comme vous l'a dit Maître Burtès tout à l'heure, hein, tout est attaquable. Hein. Si on fait le compte de tous les recours que nous a fait cette association-là, c'est énorme. Tout est attaqué. Hein. Les modifs, les permis qui sont autour, tout. Voilà. Par contre, donc, on ne pourra pas l'empêcher d'attaquer la délibération de ce soir, même la suivante, puisque ça, c'est ce qui concerne
l'arrêt, l'autre c'est le bilan de la concertation, et l'autre c'est l'approbation du PE. Donc tout est attaquable et on sait que ça sera attaqué. Mais il y a un moment donné où les portes, il y a tellement de serrures que pour les ouvrir, ça paraît encore beaucoup plus difficile pour les requérants et ceux qui attaquent la commune de Fureux. Voilà. Je veux dire, il est bien évident qu'on sait très bien qu'ils attaqueront, tant qu'ils n'arrivent pas en Conseil d'État dans toutes les procédures, ce sera attaqué. Voilà. C'est bon. La solution, si elle existait, qu'elle était si simple à trouver, nous avons fait des propositions. Daniel vous l'a dit, elles ne nous conviennent jamais, parce que tant qu'ils n'ont pas leur, je ne sais pas combien de millimètres carrés, voilà, de chaume, c'est ça ou rien. Voilà. Et nous sommes les premiers. Nous avons été les premiers avec Daniel, dès que j'ai été élue, à dire on va les recevoir et on va essayer de trouver un compromis, mais ça n'a jamais été possible. Voilà. Je crois que M. Giraud voulait intervenir. Ah bon, pardon, Daniel. Daniel voulait juste un petit continuer. complément, puisque vous avez parlé aussi des fameux 2 millions, de ceux pour lesquels on avait été condamné à un moment donné, où le Conseil d'État a dit non, c'est pas vrai, ces 2 millions, ça a été donné à tort aux requérants parce que la décision qu'avait prise la commune à l'époque, elle était juste. Et elle était fondée. Donc, on n'avait pas donné ces 2 millions. On les a donnés parce qu'on avait été obligé de le faire. Donc, ils nous les doivent. Tout a été fait. L'administration a fait tout ce qu'il fallait auprès du trésorier payé en général pour essayer de récupérer cette somme-là. Et tout est en cours. Voilà. Donc, c'est pour dire que petit à petit, tout ce qui avait été mis en place par les attaquants, on va dire, petit à petit, ça tombe. Voilà. Mais on ne peut pas vous assurer à l'avenir qu'il y aura plus. Fini demain, ça, voilà. Je pense qu'on rêve de la même chose, c'est qu'on n'entend plus parler de cette affaire. Vous voyez. Mais je pense que, pour le coup, on n'en est pas sorti, justement. Et la question, quand vous disiez, on a essayé, on a ouvert un compromis, etc., et c'était tout ou rien, et je pense que ça mériterait d'être réinstruit d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas de quelle manière. M. Burthez nous expliquait que ce n'est pas simple en droit, entre guillemets, mais je pense qu'il faut réfléchir peut-être à d'autres moyens de le faire, etc., de manière à en sortir définitivement. J'ai jamais dit que c'était simple ce dossier, alors là, pour le coup, je pense que on est clair là-dessus, il n'y a pas photo, mais par contre, ce qu'on aimerait bien tous, c'est en sortir définitivement. Et quand je disais par l'eau tout à l'heure, c'est d'une manière ou d'une autre qui fasse que, et la commune, et peut-être le requérant, parce que comme il lâchera jamais, il va falloir trouver un moyen de faire en sorte que finalement, ce compromis-là, peut-être un jour, on le trouvera, et tout le monde s'en sortira, et on n'entendra plus parler de cette affaire. Et je pense que ça sera une bonne chose. Voilà. Mais si on arrive juridiquement à fermer toutes les portes, ben, tant mieux, on est les premiers à dire qu'on s'en satisfera. Voilà. C'est le débat qu'on a eu la dernière fois. On voit qu'en permanence ça, moi j'ai l'impression que M. Burthez-Louzet, on va le revoir encore de nombreuses fois. Vous voyez, il est charmant, mais n'empêche que, comme moi, j'aimerais bien le voir le moins souvent possible, parce que ça veut dire que tout va bien à Fuvaux et que personne ne nous attaque. Il n'est pas que charmant, il est très compétent. Voilà. Et j'aimerais bien le voir le moins possible, parce que ça veut dire que la commune n'est pas attaquée, qu'on ne dépense pas des frais d'avocat et qu'on n'a pas des risques sur la tête. La question, c'était des risques. Voilà. Mais toi, pour en finir, tu serais prêt à donner Je pense que ce sont des gens très procéduriers, d'ailleurs. Les gens sont de plus en plus procéduriers. Auparavant, aucun permis de construire n'était attaqué. Maintenant, il y en a un tas qui sont attaqués. Tout à fait. Les refus sont attaqués. Mais la question... Donc la procédure, c'est aussi le sport national de beaucoup de gens. Soit, c'est un sport national. La question, c'est le risque. Quand vous avez un particulier qui attaque sur un permis de construire de sa maison, c'est quoi le risque pour la commune? C'est de s'enferrer dans une procédure dans laquelle soit on va devoir lui délivrer son permis en stock tel quel, soit on va devoir payer quelques frais d'avocat. D'accord? Vous savez, on a aussi des particuliers, des moins sur la commune, qui traînent en justice depuis une dizaine d'années. En même temps, ça s'est arrêté, mais tous les recours qu'ils pouvaient faire se sont épuisés. Oui. Voilà. Et la question, c'est le risque pour la commune. Que l'histoire, elle donnera raison aussi à la commune d'avoir tenu tête. Parce que petit à petit,
les portes se ferment. La question, c'est on nous demande de gérer les risques pour la commune. Quand vous avez un particulier qui attaque, le risque c'est quoi? C'est de lui délivrer la maison telle qu'il l'avait prévu ou d'engager des frais d'avocat. Là, l'histoire, il y a des demandes de plusieurs centaines de millions d'euros demandées, de frais de dédommagement, et le PLU qui a ses les risques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, ça a été jugé, ça. Le droit à bâtir qui avait été plus ou moins ouvert à travers un permis de lotir, ça a été statué par le Conseil d'État. Il a dit non. Donc ce droit à bâtir, il est tombé. Il ne peut plus chiffrer quelque chose qui n'existe pas. Il chiffrait. En fait, ce qui était demandé, c'était un chiffrage du manque à gagner. De quelque chose qui n'avait pas été réalisé. Moi, je trouve que c'était très fort, ça. Mais en fait, bon, c'était comme ça. Donc, il y a quand même un moment donné où le Conseil d'État a dit non, ce permis de lotir, il n'est pas bon. Donc, de fait, la demande, elle tombe. Et j'ajouterai simplement, et Maître Burthez vous l'expliquait, c'est pour ça qu'il sait très bien que sa seule porte de sortie, c'est que le plus tombe, parce qu'on retombe dans le poste. Et c'est exactement pour ça qu'il essaie de... Maintenant, il tape sur le plus. Voilà. C'est la seule porte de sortie, parce qu'il sait très bien que le lotissement, ça, il ne l'aura plus. Donc, il faut revenir en poste pour avoir une base et pour pouvoir avoir... Donc, voilà pourquoi il attaque le plus. C'est facile à comprendre. C'est-à-dire que moi je pense que je n'ai pas très bien compris de tout ce qui s'est dit. Vous ne voulez pas reprendre la discussion? Non, écoute, tu es tellement intelligent que tu as toutes les solutions. Tu ne pourrais pas reprendre ce que tu as dit. Tu pourras regarder la vidéo, j'ai pas dit ça. En nous proposant à la fin une solution. Mais je pense qu'on pourrait discuter encore un peu quand même. On est frustré de ne pas discuter autant. Pourquoi vous ne reprenez pas complètement l'historique et qu'on nous explique en fait pour quelle raison on a eu la visite de l'avocat aujourd'hui? Ce serait quand même pas mal. Oui. Outre que l'ironie devant un sujet aussi compliqué, je trouve qu'elle n'est pas de mise. Peut-être que tu votes, toi, Dieu fermé, parce qu'on te demande. En tant que conseiller municipal de l'opposition, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce qu'on n'était pas là. On a rien. Moi, j'ai eu 2 jours. Attends. Je ne peux pas dire que tu n'étais pas là. Tu étais là quand ça a commencé. Tu ne peux pas dire ça. Je n'étais pas là au conseil municipal. Quand ça a commencé? Oui. Bien sûr que oui. Tu n'étais pas élu à cette époque? Non, monsieur, je n'étais pas élu à cette époque-là. Chez moi, on ne confond pas le mari et la femme. Les femmes ont une autonomie. Non, je comprends. Donc, ce sujet est suffisamment compliqué. J'ai bien compris par rapport à ce qu'a dit l'avocat que toutes les portes sur le PLU sont fermées et que donc on ne peut même pas proposer une conciliation pour sortir par le haut, dans la mesure où le PLU interdisant maintenant des constructions, on ne pourrait même pas le faire, on serait contraire à la loi. Donc il n'y a pas trop de solutions pour sortir par le haut. Et que si j'étais conseiller municipal de la majorité, je ferais confiance. Le haut, c'est accepter l'entièreté de la demande de surface à construire. Mais si, tu avais l'air d'insister, tout à l'heure, moi j'ai compris. Non, mais moi je parle à moi et je ne suis pas Jean-François. Quand tu parles à moi, tu parles à Jean-François. Je croyais que vous aviez le même discours, je m'excuse. Non, on n'a pas le même discours, non. Ce qui prouve qu'on avance et qu'on est sensibles les uns aux autres aux arguments qui sont avancés. On essaie de ne pas s'interrompre parce que... Aussi, parce que... Je m'excuse, Oui, je disais donc, c'est suffisamment compliqué. Moi, je n'ai pas les moyens aujourd'hui d'avoir assimilé l'entièreté de ce qui s'est passé. Je n'ai pas les moyens de dire si ce que le PLU a fait, la démarche d'élaboration du PLU, je n'ai pas les moyens en toute conscience et toute honnêteté, parce que je ne m'y suis pas penchée, parce que je n'ai pas regardé, parce que je ne sais pas si cette zone constructible, c'est bien de l'avoir mise ou pas, j'en sais rien. Et donc, pour ces raisons-là, je m'abstiendrai. J'espère que le PLU ne sera pas supprimé ou annulé, ou que la note de sa thèse, ça suffira. Mais moi, je ne me sens pas en tant que conseiller municipal de l'opposition, et c'est quand même un mandat qui dure depuis 2-3 ans, je n'ai pas tous les éléments en main, et ce que l'avocat a pu dire ne me les apporte pas. J'ai bien compris que ce serait difficile de trouver des solutions pour sortir par le haut, qui sont strictement juridiques. Maintenant, je n'ai pas les moyens d'aller plus avant dans ce dossier, étant uniquement dans la minorité, je n'ai pas les moyens de voir s'il y a des compromis possibles, donc voilà, je m'abstiendrai, je voulais juste expliquer la raison de mon abstention.
Rapidement, Antoine, puis après. Oui. Moi non plus, je n'étais pas là quand cette procédure a commencé. Je ne sais même pas si j'étais encore né. Enfin, avant, juste pour répondre sur une question, la gestion des risques. En fait, le droit et le Conseil d'État, en fait, nous permet de gérer les risques parce que elle donne un jugement qui n'est plus modifiable. C'est la particularité du Conseil d'État où lorsqu'on va jusqu'à la Cour de cassation, à partir du moment où une de ces cours qui sont les plus hautes juridictions nous permettent en fait de protéger la commune. Et le dernier jugement du Conseil d'État sur l'affaire de ces 200 millions, je ne sais pas comment l'intituler, mais a protégé la commune. On ne pourra plus jamais revenir dessus. Ce qu'on nous demande aujourd'hui de voter va dans le même sens. On vote pour quoi? On vote encore pour gagner ce jugement et pour que le Conseil, pour que la Cour nous donne encore un jugement favorable et pour répondre aux attentes et que nous ayons un jugement favorable et encore donc protéger la commune. Et donc finalement, avant de savoir toute l'histoire, je ne reviendrai pas sur les propos d'Arlette, mais la question moi que je me pose, c'est que finalement ce vote repose sur pour ou contre protéger la commune. Et donc moi je voterai pour protéger la commune. Tout ce que j'espère, on va finir parce que pour caricaturer un peu le débat, voilà. Et nous votons. Il est jeune, donc on ne lui en veut pas. Mais la décision du 19 novembre 2015 est attaquée par Châteaulart au Conseil d'État. J'ose espérer une chose, c'est que le Conseil d'État ne donne pas raison à Châteaulart parce que le PLU sera cassé et comme le dit notre camarade, il sera cassé, et comme c'est le Conseil d'État et que c'est une juridiction, il sera cassé définitivement et on ne pourra plus rien faire. Donc j'ose espérer que ça ne sera pas le cas. Voilà. Mais nous nous abstiendrons pour les raisons qu'a expliqué Arlette, qu'on considère qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. On vous a dit, mettre en place ce que demande la commune, ça ne nous choque pas. Juger en se remettant en place de 2008, on ne se considère pas en état de le faire. On vous comprend quand vous vous absteniez, c'est normal. Hein. Non, parce que la deuxième n'est pas la même. Il y a la fin qui n'est pas la même. Nous allons voter, mais je voudrais dire qu'Antoine, il a beau être jeune, il est élu comme les autres. Voilà. Et donc, ces paroles sont écoutées comme celles de tous et de toutes. Pas d'état d'âme, mais droit de s'exprimer. Bien, alors, nous allons voter. Alors, qui est pour alors? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons à la deuxième. Donc, je pense que le débat sera identique. Donc la deuxième, en fait, c'est pour l'approbation du PLU. On parle toujours de la note de synthèse, pas la noce de synthèse. Voilà. Et donc je ne vais pas tout relire parce que ça reprend à peu près la même chose. C'est simplement sur la page 2 de la délibération. Vers le bas, là, vous avez la note explicative, rappelle désormais les grandes étapes de la procédure, présente l'avis des personnes publiques associées, l'organisation de l'enquête publique, et expose les modifications apportées au document entre l'arrêt du projet, la délibération avant, et l'approbation du plan local d'urbanisme, afin de prendre en compte les remarques des personnes publiques associées et les remarques émises lors de l'enquête publique. Je vous rappelle entre parenthèses qu'on avait eu à peu près 800 et quelques visites à cette enquête-là. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter la note de synthèse qui avait été fournie préalablement à l'approbation de la délibération du 27 février 2008 et de confirmer la délibération du 27 février 2008 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le PLU et ce après avoir dûment pris connaissance de la note de synthèse annexée à la présente délibération. Donc c'est la deuxième, la pièce 3. La pièce suivante et je pense que le débat peut être le même. Voilà. On ne le recommence pas. On va juste rappeler, on approuve la démarche de régularisation,
Et on s'abstient sur le fait qu'il se trouve que les 800 remarques, on ne les a pas toutes lues. On n'est pas capable de voir si elles ont été reportées correctement, bien qu'on ne remet absolument pas en question tout le travail qui a été fait par la c'est pas ça la question. Et donc voilà. Donc là, la question, c'est qu'on s'abstient pour ces raisons-là. Bon, alors ici, une petite rectification pour qu'il ne soit pas marqué dans le compte rendu qu'il y avait eu 800 remarques. C'est pas exact. C'est visites. Et il y a eu 225 observations, tout compris, c'est-à-dire quand on prend sur le registre et les pièces qui ont été annexées. Bien. Alors, nous passons au vote. Donc, qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, je crois que nous pouvons libérer Anne, après avoir beaucoup travaillé, à passer une longue soirée. Bien. Alors, nous passons aux affaires générales. Donc, la signature d'une charte entre les comités d'intérêt de quartier et la commune de Fuveau. Après quelques allers-retours, nous sommes arrivés à un consensus et c'est Madame Lefort qui va vous présenter. Bien, je ne vais pas vous lire les 3 lignes de projet de délibération, je vais vous rappeler un petit peu le contexte. Donc, lors de notre campagne électorale en février 2014, nous avions répondu favorablement aux sollicitations de certains présidents de CIQ, soucieux d'instituer des relations formelles entre la municipalité et l'ensemble des CIQ. Délégué par Madame le maire, comme vous savez, aux relations avec les CIQ, donc je vous présente ce soir le document qui a été élaboré et qui vous est soumis. Alors, les prémices de sa rédaction ont débuté en septembre 2015 et se sont traduites par des propositions de rédaction des deux côtés, ce qui a donné lieu à 2 réunions, décembre et janvier, entre les 3 représentants des 10 CIQ concernés à l'époque. Donc, je vais les nommer, puisqu'ils ont beaucoup travaillé. Monsieur Gérard Pellerin du CIQ Saint-Michel, monsieur Jean-Marc Sarrat du CIQ, donc les Espinades, et monsieur Alain Pellerin, ici présent, du CIQ Soleil-Levant. Donc, ces réunions ont lieu donc, avec ces 3 représentants de l'ensemble des CIQ désignés pour ce faire, le DGS de la commune et moi-même, et nous sommes donc parvenus à une version qui est celle que vous avez ce soir. Cette charte détermine le rôle de chacun, précise les droits et devoirs des CIQ et engage la commune à informer les CIQ sur des projets ayant un impact sur leur quartier. Ce document reprend bien évidemment ce qui se faisait sans être pour autant formalisé jusqu'à présent, à savoir l'invitation des élus aux assemblées générales des CIQ, la mise à disposition d'une salle pour leur assemblée générale et des réunions d'information sur des sujets d'intérêt généraux impactant l'ensemble de la population. Nous l'avions fait en 2014 et 2015 sur la sécurité, la propreté, les déchets verts, etc. Il est entendu que la municipalité conserve seule son pouvoir de décision et de choix sur tous les projets qu'elle sera amenée à présenter. Il est également fortement affirmé que lors de nos relations, les présidents ou leurs représentants respecteront une totale neutralité politique. Cette charte sera signée, non pas par 10, comme c'était préalablement le cas, mais vous le voyez dans le document, par un 11e qui s'est rajouté, donc sera signée par les 11 présidents de CIQ, mentionnés dans le document, et ce document pourra bien évidemment évoluer dans le temps, et nous espérons tous qu'il le fera, et dans ces cas-là, nous serons amenés à voter, puisqu'il s'agit effectivement d'un vote du conseil municipal, à voter sur des avenants. Voilà, maintenant je peux répondre à vos questions si vous souhaitez. Oui, madame. Est-ce que vous dites que c'est une démarche... on n'a pas les éléments, vous dites que c'est consensuel. Quelles sont les choses que les CIQ demandaient ou vice-versa que vous demandiez qui n'ont pas été acceptées? Tout ce qui est dedans a été demandé à la fois par la mairie et par les CIQ, et puisque la charte reprend, et sont présents derrière, reprend exactement ce qu'ils souhaitaient et ce que nous souhaitions, donc la relation... Les CIQ sont entièrement d'accord. Absolument, regardez derrière, ils hochent de la tête, ils sont absolument d'accord. D'accord. Elle a été vraiment rédigée, je dirais, de concert. C'est-à-dire qu'il y a eu des allers-retours les premiers temps simplement écrits par mail, etc. Alors, il y avait un mot que l'on changeait. Bon, celui-ci ne convient pas, est-ce qu'on peut mettre celui-là? Ce qu'on faisait, effectivement, si on n'était pas tellement d'accord, on se réécrivait pour le dire, pour expliciter la raison pour laquelle on ne l'était pas, par exemple. Mais ça n'a jamais prêté à grande discussion et à grand débat. On a formellement tous été à peu près d'accord sur le contenu de cette charte, donc c'est pour ça qu'elle vous est soumise ce soir. Elle est validée par les CIQ et validée bien évidemment par Madame le maire et par le conseil, les membres du conseil municipal qui en ont eu connaissance.
Je vous demande ça parce que à l'époque, on avait aussi discuté avec les CIQ autour de cette charte, c'est certains qui l'avaient proposé. Et il y avait des choses dedans que je ne vois pas réapparaître et qui étaient des sujets, alors je ne dis pas de tous les CIQ parce que je ne vais pas participer à ces réunions de concertation, et qui étaient par exemple la possibilité d'avoir une salle par quartier à disposition des CIQ. Madame, non, Madame, les associations ont déjà du mal à avoir de propres salles. Effectivement, nous sommes en locaux déjà exigus. Ça n'est pas possible de donner une salle, de réserver une salle par quartier à l'ensemble des CIQ. Non, mais peut-être de trouver des solutions. Enfin voilà, il y avait cette demande-là était justifiée parce que quand on essaie de travailler sur un quartier, de toucher le maximum d'habitants du quartier, d'être vraiment un instrument de passerelle entre les projets. Madame, ils le font, il faut avancer leur je sais le fond. Mais alors, quand ils nous demandent, si vous permettez, quand ils nous demandent une salle, en général, Michel est là pour le dire, on a toujours accepté cette demande, sauf si les salles étaient comme par hasard réservées pour dans les moments, en particulier de débat, je dirais politique, plus ou moins pendant les élections. Mais sinon, les salles leur sont attribuées dès l'instant où ils la demandent. Et il n'y a jamais Après, il y avait aussi de problème. demande aussi un petit peu d'aide au point de vue des photocopies qu'il y a à faire, que les CIQ ont à faire. Je parle de mini-budget ou d'aide de venir se servir des photocopieuses de la mairie. Madame, en général, ils font tout par mail, donc ça ne coûte pas très très cher et on ne l'édite pas, on n'imprime pas. D'accord. Troisième point, c'est est-ce que c'est possible, ça avait été évoqué aussi à l'époque, est-ce que c'est possible d'avoir un lien sur le site internet de la mairie, puisque ça favoriserait le fait que la population s'intéresse par le biais de son comité de quartier à ce qui se passe dans les projets. C'était est-ce que c'est possible d'avoir un lien Alors, madame, chaque CIQ en général a son propre site, justement, qui informe ses propres habitants, et je voudrais que maintenant pratiquement tout le monde dispose d'un ordinateur et dispose d'un mail, et ce sont les CIQ qui le font directement. Un CIQ, c'est une forme d'association. Si jamais, effectivement, je mettais sur le site internet de la commune, en dehors, effectivement, de ce qu'on fera, nous, en ce qui concerne les tribunes, je mettais l'ensemble des liens concernant les CIQ, je serais obligé également de mettre l'ensemble des liens concernant toutes les associations FULN. Ce qui veut dire que c'est absolument pas gérable. Pourquoi pas D'ailleurs, je pense que c'est fait dans beaucoup de mairies où il y a un lien direct vers les associations. Je dis pourquoi pas, parce que quand on parle de démocratie participative et qu'on veut être dans la démocratie participative, vous me donnerez vos communes qui le font. Donc j'arrête, voilà, c'est tout. C'est la conception et la démocratie participative et surtout du respect de l'opposition à avoir une vraie discussion, un vrai dialogue. Ils n'ont pas des réponses, non, c'est pas ça, on n'en veut pas, voilà, j'arrête. Alors, madame, je dois vous dire qu'effectivement, tous ces éléments, j'en ai débattu, discuté avec les présidents de CIQ. Vous en avez quelques-uns qui sont derrière. Vous pourrez leur poser des questions, leur dire comment ça s'est passé, puisque effectivement, vous pensez qu'on l'a fait de façon autoritaire, etc. Non, puisque je vous dis, ça date depuis septembre 2015 qu'on travaille sur cette charte, qu'on se voit, on fait des réunions physiques, en dehors effectivement de nos échanges de mails, ce qui veut dire qu'on y travaille, et les CIQ, la totalité des CIQ, à l'époque des 10 CIQ, ont mandaté certaines personnes pour travailler sur cette charte. Ils l'ont fait, donc ça veut dire qu'on a travaillé avec eux, et ils étaient l'émanation et la représentation de l'ensemble. Et s'il y avait eu d'autres points d'achoppement, ils nous l'auraient dit, ils nous l'auraient fait savoir, chère madame. Très bien. Donc vous dites qu'à ces réunions, il n'y a jamais eu de demande de la part des CIQ d'avoir un endroit réservé sur le site internet de la mairie? Jamais. Ça, je peux vous dire que non. Vous regardez derrière. Ça peut être, c'est dommage, ça peut être une proposition qui va être envisagée, parce que quand on veut que les CIQ soient un intermédiaire, effectivement, entre la population et la mairie, et qui gagne en amplitude d'écoute, d'observation, et que les gens de plus en plus se mettent à participer dans leur quartier aux problèmes qui les concernent, le fait que sur la mairie, il y ait un petit encart sur voilà les CIQ, voilà leur rôle, voilà leur mission, et vous pouvez les jouer à un tel endroit, pour moi, ça va dans le sens de la transparence et de l'information. Alors, madame, puis-je me permettre de vous répondre, puisque vous me laissez maintenant la parole. Je dois vous dire que depuis que nous avons les panneaux lumineux, toutes les assemblées générales des CIQ sont mentionnées sur l'ensemble de la commune. Ce qui veut dire que lorsqu'ils en ont besoin, systématiquement, on met effectivement cette information à disposition de l'ensemble du public. Non pas simplement leur quartier, mais l'ensemble de la population. Vous admettrez, madame, qu'entre donner les missions sur le site internet d'un CIQ, son rôle, ce qu'il fait, ses projets et le lien vers leur site, c'est pareil que l'annonce en une ligne sur un panneau lumineux de leur prochaine réunion. Mais voilà, c'est tout, j'arrêterai là. On n'a pas la même, c'est vrai, on n'a pas la même notion de ce qu'est une démocratie participative.
Je voudrais juste dire que sur le site de la mairie, il y a eu pendant fort longtemps toute la liste de toutes les associations Feu de laine. Avec les contacts téléphoniques, ça n'a pas toujours été mis à jour, mais en tout cas, ça y était, présent. Je ne suis pas allée voir dernièrement, donc je ne sais pas si c'est toujours présent. Donc, à partir du moment où toutes les associations ont été présentes sur le site, ce n'est pas 10 CEQ ou 11 CEQ supplémentaires qui vont être gênants, et auquel cas, si on rajoute un lien informatique, ça ne coûte rien, quoi. Madame, ils y sont. La différence entre... Il y a un instant que vous ne pouviez pas mettre... Non, madame, c'est pas ce qui a été demandé. Ce qui a été demandé, c'est qu'il y ait un lien, c'est-à-dire que lorsqu'on clique sur quelque chose, on arrive directement sur le portail qui a été ouvert par les CEQ. Informatiquement, c'est rien à faire. C'est vraiment rien à faire. Les listes sont complètes et tout est indiqué, l'accès n'est pas direct. Ce qu'on peut dire, c'est que moi je salue qu'on arrive à un consensus, en tout cas avec les CEQ, parce que même si ce n'est pas forcément l'ensemble des attentes exprimées par les CEQ qui ont été mises dans cette charte, moi je pense que déjà tenir une réunion, enfin manifestement non, tenir une réunion annuelle au moins de concertation avec l'ensemble des CEQ, c'est-à-dire les considérer comme des représentants un peu justement des relais de proximité de la population, je pense que c'est important, parce que vous verrez, c'est comme ça aussi que la population adhère mieux à des projets d'urbanisme et sont mieux au courant d'un certain nombre de choses. Moi, je me félicite du fait qu'on arrive à établir cette charte. Je me féliciterai qu'on arrive à la mettre en œuvre jusqu'au bout. Vous disiez qu'il y avait des choses qui étaient déjà de fait. Il y en a d'autres qui ne le sont pas toujours. On a discuté l'autre fois du rond-point près du cimetière dans lequel le CEQ avait fait des demandes. Il y a des travaux qui arrivent. Et le CEQ en question, en tout cas, n'a pas été consulté par la commune sur les projets pour l'instant. Donc pensez bien à l'appliquer en tant que tel. C'est-à-dire que dès qu'il y a ce projet-là, avant même qu'il passe en conseil municipal ou qu'il soit évoqué, vous pouvez discuter avec les CEQ, c'est des relais de proximité, n'hésitez pas à les utiliser, ils vous aideront. Ils ne sont pas là que pour poser des questions gênantes, ils sont là aussi pour vous aider dans les projets qui vont être faits. Donc n'hésitez pas à les solliciter au plus tôt, conformément au point 1 de cette charte. Vous savez, en général, j'ai de très bonnes relations avec l'ensemble des présidents de CEQ et ils ne manquent pas de me solliciter lorsqu'ils ont effectivement une difficulté. Alors, c'est vrai qu'il y a quelquefois des projets qui arrivent d'autres institutions, ce qu'on a tendance à oublier, que celles de la commune. Vous avez des projets conseil général, vous avez des projets communauté du Pays d'Aix, pour lesquels nous-mêmes n'étions pas toujours associés. Donc ça nous était très délicat et très difficile dans ces cas-là de le faire connaître au CEQ. Mais par principe... Vous trouvez ça normal ? On l'a assez dit, nous, à ces institutions aussi. Hein. Mais par principe, en général, quand il y a un projet qui intéresse le quartier, on en parle, on en débat, on en discute. Alors, on n'est pas toujours d'accord, et c'est ça, ce qui fait la richesse, justement, de ces entretiens, c'est aussi ça, c'est qu'on arrive de temps en temps, d'ailleurs, à modifier nos conceptions, parce que ce qui nous est donné en face, et le bon sens, souvent, et le côté pratique, qu'on n'a pas forcément si on ne vit pas dans le quartier. Donc, c'est ça aussi qui est important dans nos relations avec les CEQ, c'est d'avoir cet apport bénéfique pour la commune, effectivement, de gens qui sont sur le terrain, qui connaissent le terrain, et qui ont souvent des points de vue très pragmatiques, et qu'on peut résoudre d'ailleurs très facilement. Non seulement ils ont un point de vue pragmatique, parce qu'ils le vivent, ce quartier-là, mais aussi qu'ils sont en capacité d'être un relais de la commune, pour venir expliquer un certain nombre de choses. Vous prenez le projet du près de Louvière, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient opposées à ce projet par principe un peu, et c'est aussi les CEQ qui ont fait en sorte d'essayer d'expliquer que le projet il pouvait être viable sous couvert d'un certain nombre d'évolutions de ce projet, etc. Et c'est comme ça que finalement on en arrive à construire un projet qui est viable dans sa globalité, y compris pour la commune et pour les habitants de ce quartier-là. Je pense que c'est aussi ça, c'est pas seulement des gens qui vont vous amener des idées, c'est aussi des gens qui jouent ce relais de proximité avec la population pour dire non, ce projet-là il peut être important, sous couvert, qu'on soit associé, qu'il y ait des voiries soient bien prévues parce qu'on est inquiet sur les réseaux, donc ils reprennent les inquiétudes de la population, les logements sociaux, etc., par exemple, et on traite ces inquiétudes-là et on essaie de faire en sorte que le projet final, il est englobé, il ait une réponse adaptée à ces projets-là, voilà. Donc vous voyez que ça peut être très riche quand on les associe très en amont. Oui, je crois que c'est la raison pour laquelle la charte vous est proposée ce soir. Je pense que vous êtes tout à fait d'accord pour la voter et pour l'agréer. Sans aucun doute.
sur le site, dans l'annuaire des associations, donc notamment dans le comité d'intérêt de quartier, il y a donc pour certains CIQ le lien vers le site, donc notamment ceux qui en ont des sites, c'est-à-dire le CIQ notamment Saint-Michel, mais aussi les adresses mail des présidents ou des référents, Ça, c'était déjà plus les coordonnées téléphoniques. pas les liens de tout le monde. Mais c'est pas le lien automatique. Voilà. C'est pas le lien automatique. Tu appuies sur le. C'est pas cette partie-là qui doit être. Celui-là aussi. Bon, elle arrive à y aller, donc il doit bien y avoir des liens. Ce qui n'était pas possible il y a 5 minutes est déjà existant. C'est pas ça, la démocratie participative. Je vous invite à aller voir sur le site de la mairie. Non, je pense qu'il y a des CIQ qui l'ont fait et d'autres qui ont donné leur et d'autres pas. Voilà. Donc nous allons voter. Qui est pour? Merci beaucoup. Donc, Michel, les modifications des statuts du SMED. Il s'agit, toutes les communes adhérentes au SMED doivent délibérer dans le cadre des modifications que le SMED a mis à ses statuts. Donc, Michel. Oui. Je vais peut-être pas vous lire la totalité du texte. C'est simplement pour insister aujourd'hui, le SMED a des compétences en matière d'électricité, en matière de gaz. Et aujourd'hui, il se pose un certain nombre de questions par rapport à l'extension de leurs activités. Et donc, ils proposent d'étendre leurs compétences. Et ce n'est pas obligatoire. Je rappelle effectivement que c'est des compétences qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que chaque commune a la possibilité d'adhérer ou pas. Et il se propose de se doter de nouvelles compétences en matière d'infrastructures et de charges nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, des infrastructures de distribution de GNV et des infrastructures relatives au réseau de chaleur et de froid. Alors, ce que ça peut apporter aux communes, juste un exemple par rapport à ça, c'est qu'au niveau des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques, par exemple, le SMED aujourd'hui se propose d'équiper chaque commune de 2 prises électriques positionnées en fonction du choix de la commune et de gérer ces prises électriques pour pouvoir faire les recharges de véhicules électriques automatiquement. Voilà pourquoi le SMED se positionne, sachant que effectivement par rapport au SMED, la nouveauté, ce qui n'est pas nouveau justement, c'est de dire aujourd'hui le rassemblement des communes permet par ce regroupement d'obtenir des tarifs. Et essentiellement ça. Donc on a profité des tarifs qui nous avaient été proposés sur l'électricité, puisqu'on a eu un exemple de diminution de 8% aujourd'hui au niveau des fournitures électriques. Mais là, il propose simplement de se doter de compétences nouvelles, et je vous propose donc d'adhérer à ces compétences nouvelles, c'est-à-dire d'approuver les modifications apportées aux articles 2 et 3 des statuts du SMED et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Et je vous rappelle, ça porte sur la partie charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques ou hybrides, infrastructure de distribution de GNV, c'est le gaz, et réseau de chaleur et de froid. Voilà. Si vous avez des questions. Donc, attention, il faut que nous les approuvions. Voilà. Ceux qui nous y adhéreront, si besoin est. On ne délibère pas sur le... On accepte l'augmentation des compétences, voilà. Mais on n'a pas dit qu'on les prenait aujourd'hui. On peut les prendre au fur et à mesure en fonction de nos besoins. Mais ce n'est pas dans cette délibération que nous les utilisons. Simplement, nous les approuvons. Je pense que c'est une remarque importante. Effectivement, on ne pas forcément cerner la nuance. Parce que dans ce genre de compétences, quand elles seront gérées ou pas d'ailleurs par la commune, puis transférées après au syndicat mixte, je pense que c'est très compliqué après de revenir en arrière et de dire à un moment donné pour une commune, non, vous récupérez cette compétence, etc. Il me semble que c'est pas forcément très simple, une fois que ça a été transféré, de revenir en arrière. Donc se pose la question, à mon avis, quand on le fait en tout cas sur des compétences nouvelles, il faut être sûr que c'est bien des choses qu'on considère comme pas forcément à l'échelle de la commune ou pas pertinent d'être géré à la maille de la commune, parce que voilà. Donc ça, il faut être, à mon avis, assez clair là-dessus. Quand on regarde les compétences là, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser sur
sur ces activités-là, celles peut-être sur les réseaux de chaleur, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait forcément beaucoup d'intérêt de la part de la commune de Fluot à dire je conserve ces compétences-là parce que j'y ai un intérêt et que demain je ne veux pas forcément. La question par contre, c'est qu'on a déjà parlé des histoires de parcs de photovoltaïque, etc. Et de gestion en régie de ces parcs qui aurait pu être fait par un syndicat mixte ou une régie regroupant plusieurs communes. Ce qu'a pas fait forcément non plus la CPA ni pourquoi le SMED aujourd'hui ne se pose pas en tout cas des questions autour de ces compétences-là, qui lui, là pour le coup, pourrait être une vraie plus-value pour les communes, en termes de, à la fois moyens financiers et puis moyens dossiers, d'organisation, des choses comme ça, en disant là je viens aider les communes pour justement les appuyer dans la gestion de ces dossiers de mise en place de régie, de gestion de production d'électricité, des choses comme ça. Ça n'a jamais été dans les compétences du SMED telles qu'elles ont évolué, ça n'a jamais été prévu. C'est pas des compétences optionnelles qui pourraient prendre ? Non, ils pourraient éventuellement le prendre. C'est pareil qu'aujourd'hui, il se pose, là, par exemple, les dernières questions qui sont posées au SMED, c'est la partie fibre optique, par exemple. Donc ça, c'est une question d'actualité, je sais y répondre, c'est-à-dire qu'actuellement, le SMED se pose la question de savoir s'il peut acquérir les compétences fibre optique et développement de la fibre. Par contre, sur tout le réseau, ça n'a jamais été abordé. Moi, depuis que j'y suis, ça n'a jamais été abordé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun syndicat mixte d'énergie qui englobe des compétences en termes de gestion comme ça de production. Moi j'ai apporté le complément carrément, parce qu'avec l'avènement de la métropole, il y a pas mal de gestionnaires, enfin, de réseaux qui vont être basculés au niveau de la métropole. Donc c'est vrai que le SMED recherche peut-être un petit peu à travers cela de ne pas se faire voler la compétence en étendant ce domaine d'activité. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai que tout ce qui est eau, assainissement, demain, ça sera tout transféré à la métropole, la voirie aussi d'ailleurs. Donc après, on se pose la question sur l'existence de certaines administrations comme le département, par exemple, qui gèrent des voiries qui ne seront plus à lui, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que l'étendue des activités, vous parliez des parcs photovoltaïques. Par photovoltaïque, éventuellement, il pourrait soumissionner un gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public, mais faire l'investissement sur la totalité du département des Bouches-du-Rhône ou sur les 5 et quelques communes qui ont adhéré au SMED pour réaliser des parcs photovoltaïques, et c'est un investissement considérable. C'est une régie. Voilà. Après, c'est une régie. Alors, oui, mais la régie qui avance l'argent. Voilà, bon. Si le SMED n'a pas les moyens non plus, le SMED fonctionne sur des cotisations et des subventions, hein. Donc ils n'ont pas les moyens de fabriquer ce truc-là. À 80% d'EDF. Ah, mais au moins ça ne rend pas quelque chose. Non, c'est assez lamentable. Mais voilà, donc c'est vrai que le SMED peut éteindre ses prérogatives, mais en matière de parcs photovoltaïques, c'est des investissements qui sont vraiment très lourds. Oui, mais je pense que s'ils étaient mutualisés avec une régie qui aime cette capacité-là. Si un jour, par exemple, la métropole a suffisamment d'argent, et on peut se poser la question pour réaliser des parcs photovoltaïques, elle peut très bien mettre la gestion de ce cas-là dans les mains du SMED. C'est de l'investissement, c'est pas tant une question d'argent, c'est une question de capacité d'investissement. Sachant que Marseille ne fait pas partie du SMED. C'est toutes les communes sauf Marseille. Il y en a 118, oui, sauf Marseille. Ah, c'est bête. Il n'y a plus peut-être de questions à Michel. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Merci. Donc Johan va nous parler à l'école élémentaire Ouvière de l'organisation de 2 classes de découverte avec les modalités de la participation financière de la commune. Bien, alors comme à chaque fois lorsqu'il y a une classe de découverte, il y a une demande de participation financière de la part des écoles qui est en substitution de l'aide des transports qui est faite à ces mêmes écoles. Donc il faut délibérer à chaque fois. Donc le texte de la directrice de l'école élémentaire Ouvière a sollicité la commune afin de pouvoir bénéficier d'une participation dans le cadre d'un projet de classe transplantée à Chabotonne dans les Hautes-Alpes.
Il y a les deux. Il y a les deux. Oui, Bêtement, j'ai lu le texte. Je vais m'en référer au texte. D'accord? Je ne connais aucun des deux villages, donc je vais lire le texte. Cette classe de découverte aura lieu du 9 au 13 mai 2016 au centre de vacances vers les Cimes. Randonnée, visite du musée de refuge d'Aniwo, séance d'initiation d'escalade sont au programme. 50 élèves vont participer à ce séjour. Le prix de revient du séjour s'élève à 297 € par enfant, séjour, prestation de transport accompagnateur. Il est proposé de demander aux familles une participation forfaitaire de 20 € par jour minimum, soit 100 € pour le séjour, et une participation complémentaire fonction du revenu imposable et du quotient familial, sachant que la commune complétera jusqu'à hauteur de 297 €. C'est le principe que nous appliquons et que nous utilisons à chaque fois. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter cette tarification et d'autoriser le régisseur des classes découvertes à procéder au calcul et aux encaissements liés à la participation des familles. Y a-t-il des questions? Dans le plan de financement du séjour, il n'y a que la mairie ou il y a d'autres aides? Alors, dans le plan de financement, il y a bien évidemment la coopérative scolaire, bien évidemment les familles. Il peut y avoir, s'ils obtiennent des subventions, mais dans celui-là, en l'occurrence, je ne crois pas qu'il y ait de subventions de tiers d'institutions ou de collectivités intermédiaires. Ça pourrait arriver, là, il n'y en a pas. Et donc, là, il y a une aide à la mairie. D'accord, donc à part les familles et la coopérative, il n'y a que la mairie. Oui. D'accord. Donc je voulais intervenir sur le, comme à mon habitude, sur le tarif. Le tarif. Oui, sur le tarif. Pour tout ce qui est voyage scolaire, le principe est que certes il peut y avoir une participation des familles, mais quand on va aussi bien sur le service public, sur l'ensemble des recommandations, c'est que pour éviter qu'aucun enfant ne soit écarté pour des raisons financières, c'est d'essayer de trouver tous les financements possibles, d'une part, pour ces voyages. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu le temps, mais c'est bien de faire d'autres demandes de subventions, et il y a toute une série de sites qui sont nommés, plutôt que directement aller à demander 100 € par famille. Il y a le Conseil général, il y a le comité d'entreprise, et puis il y a d'autres associations. Il y a même des fonds européens qui donnent des fonds, qui permettraient certes de devoir préparer le projet un peu plus en amont. C'est vrai que ça fait un surcroît de travail pour les instituteurs, pour les directrices de l'école, mais si la mairie peut les aider à monter ces dossiers, au travers de l'élu jeunesse et des élus qu'on peut monter au fonds européen, le but c'est d'avoir le moins de participation financière possible par enfant. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on demande une participation minimum de 20 € par jour, soit 100 €. On peut demander une participation minimum, puisqu'il y a forcément un engagement des familles. Mais je trouve qu'il est démesuré par rapport aux familles qui n'ont pas les moyens. Alors, ce coup-ci, plutôt que de faire une déclaration en général, je suis allée un peu voir les budgets des familles. On sait qu'on a quand même 13% de familles monoparentales, et on sait que, certes, il y a des gens, sur la façon dont on avait compté l'autre fois, on disait qu'il y avait des familles au-dessus de 4 000 €, celles entre 3 000 et 4 000 €, puis celles en dessous de 3 000 €. Or, en dessous de 3 000 €, il y a une vaste étendue de possibilités, dont ceux qui sont au RSA, ceux qui gagnent les familles monoparentales, et dont une famille peut vivre avec le SMIC, etc. Donc j'ai regardé un peu dans la tranche 1 500, 2 000 €, 2 200 € sur des budgets établis par l'Association nationale des familles et autres associations. Ils montrent comme ça le budget d'un couple avec 2 enfants qui perçoit 2 200 € net de revenus par mois. Ce qui concerne l'alimentation et l'entretien, le budget est de 280 € par mois pour ces familles-là. Soit, si on divise par 4, et le prix par jour de l'alimentation, de 2 € par jour, par personne. Pour les sorties vacances, dans la même famille à 2 200 €, on compte 90 € par mois pour toute la famille, pour les 4, pour les dépenses de vacances et de sorties, soit 0,75 € par jour. Si on a une famille monoparentale de 1 500 €, et c'est pas rare, qui gagne 1 500 € avec 2 enfants, voire 3, enfin peut-être même 1, mais là c'est calculé avec une famille monoparentale pour un salaire de 1 500 € net avec 2 enfants, le budget alimentation, il est de 200 € par mois pour les 4 personnes. Pour les 3 personnes, parce que c'est, voilà. Ce qui fait encore moins que la famille d'avant. Donc quand on demande à ces familles-là de verser 100 € minimum, par principe, on a décidé que c'était 100 € minimum, on pourrait peut-être dire que
pour un budget minimum, on pourrait peut-être se mettre à 5 euros par jour plutôt qu'à 20 euros par jour. Voilà, c'est tout. C'est une proposition qui se base sur la réalité des faits, la réalité des familles à Fugro. Ça concerne peut-être que 4, 5, 6, 7 enfants. Et c'est une position non pas de principe, mais qui colle à la réalité pour faire que le maximum d'enfants puissent partir sans tenir compte des problèmes financiers que ça implique pour ces familles-là. Donc je propose que ce soit 5 euros par personne, par jour, du minimum demandé aux familles, et que pour le reste, on se débrouille pour toutes les familles qui ne pourront pas verser au-delà par rapport aux 297 euros. Alors, j'entends bien votre proposition. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer, j'ai plusieurs remarques à répondre. Pas sur les chiffres, parce que je ne les conteste pas, je ne les ai d'abord pas lus, pas cherchés, ces chiffres-là. Mais non, mais de toute façon, je vous fais confiance là-dessus, donc il n'y a aucun souci sur le contenu des chiffres. Juste sur certaines remarques que vous avez pu faire. Il est bien évident, lorsqu'un enseignant met en place une classe transplantée, élabore une classe transplantée, il est bien évident que de toute façon, elle est destinée à l'ensemble de sa classe. Et qu'en aucun cas, il ne peut laisser un enfant sur place, dans sa commune, que ce soit en répartition ou dans sa famille, il ne peut laisser un enfant pour des raisons financières. Ça, c'est évident. Ça fait partie à la fois de ce qui est demandé par sa hiérarchie, mais aussi de son éthique. D'accord ? Donc ça, c'est pas possible. Ce qui va se passer pour les familles les plus en difficulté, celles que vous citez, celles dont vous avez donné le détail, c'est qu'elles vont avoir différentes possibilités. Si elles ne peuvent vraiment pas aller à hauteur de ces 100 euros, de ces 20 euros par jour, d'accord, donc 100 euros pour ce séjour-là, elles vont soit se tourner vers le CCAS, mais je sais ce que vous allez me répondre, certaines familles n'osent pas aller vers le CCAS. D'accord, j'anticipe aussi. Bien, voilà. Non, j'ai toujours été à ce niveau-là, c'est vous qui vous en êtes pas rendu compte, je crois. Mais donc, elles vont aller vers le CCAS. Deuxième possibilité, c'est après, une famille, par contre, si elles ne vont pas vers le CCAS, quand le CCAS ne les connaît pas, l'école, elle connaît parfaitement les élèves et la situation dans laquelle se trouvent les familles. Et je peux vous assurer que sur Fuveau, comme dans beaucoup d'autres communes, un enseignant qui sait qu'une famille est en difficulté va faire jouer la coopérative. Je m'occupe de la coopérative sur les Bouches-du-Rhône. C'est le principe de base, c'est l'essence même de la coopérative que d'agir dans ce sens-là. D'accord ? Donc, ces 100 euros-là, une famille qui ne peut pas les payer, ne les paiera pas, ça sera pris en charge par quelqu'un d'autre. Ça, je peux vous l'assurer. Après, que l'on remette en cause le système, comment on est arrivé à 20 euros, est-ce qu'on peut le faire diminuer, etc. Actuellement, sachez que le service réfléchit à un autre fonctionnement, à une autre modalité, pas forcément pour faire baisser, mais aussi pour assurer et pour prévoir un budget à la fois plus serein pour les enseignants, plus serein pour les familles, et plus serein pour la municipalité, puisqu'on ne sait jamais trop à l'avance. Donc on réfléchit là-dessus. Je ne dis pas que le système est complètement figé, bien au contraire. On va voir comment il évolue, mais ça, c'est en train d'être travaillé, donc on va voir, je ne peux pas vous donner de conclusion pour l'instant. Et enfin, dernier élément, effectivement, lorsque l'on prend 100 euros dans le budget d'une famille qui a juste 200 euros par mois, ça fait énorme. Sachez que ces classes transplantées sont des projets qui se montent sur du long terme. Bien souvent, les enseignants commencent à les préparer même en juin de l'année précédente. En tout cas, en septembre, c'est déjà bien avancé. Et que, là encore, l'étalonnement des paiements, même pour des sommes minimes, est tout à fait possible dans les coopératives. Que les avances sont faites avec la coopérative et que ces 100 euros pour une famille modeste, je ne parle pas de la famille en très grande précarité qui elle va être prise en charge, ces 100 euros peuvent être étalonnés sur 4, 5, 6 mois, 8 mois étalés, avec un échéancier, pardon, sur 4, 5, 6 mois. Et donc là, on tombe à des sommes de 15, 20 euros. Et là, on est sur des sommes plus compatibles avec des budgets modestes. Et après, on ne parle pas des familles qui sont au plafond, bien évidemment. Voilà. Donc c'était juste quelques remarques. Le fait d'étaler les dépenses, c'est très bien, mais ça n'enlève en rien le montant de 100 euros. C'est toujours 100 euros payés au final, et c'est toujours 100 euros de moins sur le budget familial. Alors, les 100 euros, l'étalement des paiements, je viens de dire, c'est pour les revenus modestes. Les revenus modestes, c'est 100 euros pour un séjour de 5 jours, c'est pas. J'ai compris, je réponds juste au fait qu'un étalonnement n'enlève pas, au final, il paye toujours 100 euros, même s'il les paye de manière échelonnée. Et pourquoi partir d'un principe de 100 euros minimum? Enfin, pourquoi ça ne pourrait pas être adaptable? Et pourquoi la mairie ne pourrait pas prendre en charge une partie de ces 100 euros en plus de ce qu'elle donne déjà? Alors, la mairie prend déjà en charge, pour les familles qui sont au plancher, la mairie prend déjà en charge 197 euros.
D'accord ? Là aussi, les budgets, vous le savez, vous nous le dites suffisamment souvent, les budgets ne sont pas extensibles. Donc ça, il faut aussi le prévoir. Les classes transplantées, on ne sait pas à l'avance quel enseignant va nous faire une classe transplantée, même si on trouve que ce sont des super projets, de 3 jours, 5 jours, même des fois eux, ça change en cours, etc. Donc on a aussi besoin d'une certaine norme de stabilité et de voir un petit peu ce qui se passe. Diminuer la participation des familles, augmenter la participation communale, vous n'êtes pas non plus, on parlait tout à l'heure de gestion des risques. Si toutes les écoles sortent toutes les classes, il faut une règle qui soit appliquée tout le temps et pour tout le monde la même. On est bien d'accord. Imaginez une année comme ça où ils ont tous décidé de faire classe transplantée pour toute l'école. C'est plus jouable du tout. D'accord ? Donc il y a aussi, quand on prépare des principes de fonctionnement, il faut aussi tenir compte de ce risque-là. Il existe dans tous les domaines, y compris pour les coopératives scolaires et pour les classes transplantées. Donc c'est déjà une belle participation. Je sais qu'elle ne vous convient pas, qu'elle n'est pas assez élevée. Je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais c'est déjà une participation qui est très correcte. Et si vous qui regardez toujours les chiffres aussi, y compris les chiffres des autres communes, vous verrez que la commune de Fuveau, dans ce domaine-là, n'est pas un parent pauvre et participe largement pour les classes transplantées. On n'est pas en train de dire que vous ne donnez pas suffisamment en participant à hauteur de... je sais plus, 197 €. On est en train de dire que pour certaines familles, 100 €, c'est un budget trop important. On n'est pas en train de vous reprocher le montant de versé, on est en train de vous dire que pour les familles, c'est pas suffisant pour certaines familles. Et je vous l'ai dit, la coopérative, le CCAS, ce sont des instances qui existent. Et une qui est publique où on a du mal, et je l'entends, mais la coopérative, les enseignants connaissent parfaitement leurs élèves et les situations. Alors, je suis d'accord, j'ai bien entendu. Je veux juste finir en disant on n'est plus au temps de la charité publique et que c'est discriminatoire pour des familles que d'aller demander à la coopérative ou au CCAS. Des enfants qui sont dans la même classe doivent partir avec un paiement en fonction de leurs revenus. Pourquoi ce minimum de 100 €? Pourquoi ne pas partir dès le début avec un minimum, mettons, ce qui se pratique dans une famille modeste, c'est-à-dire 2 € ou 5 € par jour pour tout le monde, c'est d'accord, et après en fonction des revenus. Moi je suis contre le principe qui dit on fait un prix assez haut parce que finalement c'est ce qu'ils vous demandent. C'est très haut 100 €, c'est très haut 100 €. Voilà, c'est tout, je dis c'est très haut. J'ai montré 5 jours, oui, mais il y a des familles qui ne partent pas en vacances et dont le budget, je peux après étaler. Je n'ai pas compté ceux qui sont à RSA, je n'ai pas compté ceux qui sont au SMIG. Hein. Donc 100 € sur un budget bouffe pour 4 personnes de 200 €, c'est beaucoup. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où c'est beaucoup, pourquoi choisir ce minimum-là si on est contre les pratiques qui visent à dire dans une classe, c'est 100 €, mais moi mes parents ne peuvent pas payer. C'est impossible pour un gamin dans une classe d'avoir à sortir ça pour aller à la sortie scolaire. Donc c'est un minimum qui est beaucoup plus bas. Et après on trouve une péréquation en fonction des revenus. Voilà, il faut arrêter de penser que sur Fuveau, tout le monde gagne 4 000 € par jour. 1, 2, par an. C'est pas du tout ce que je pense. C'est pas du tout ce que je pense. Ouais, non. Et le deuxième point, c'est que je ne suis pas du tout pour que la commune augmente, puisque j'ai bien dit, et ça n'a pas été entendu, qu'il faut monter des dossiers, peut-être les préparer d'une année sur l'autre, en demandant beaucoup plus de subventions pour que la mairie ait moins à payer, et qu'effectivement la mairie puisse, ce qu'elle paye, le paye pour les enfants les plus défavorisés, en baissant le minimum et en payant. Mais par contre, il faut demander au Fonds européen, il faut demander au Conseil général, il faut demander à d'autres associations. Ça demande un effort de travail. Je veux bien que les instituteurs n'aient pas le temps de le faire. On pourrait au niveau, moi je suis prête à le faire, bénévolement, dans le cadre du CCAS, aider les instituteurs à monter des dossiers, des demandes de subventions pour diminuer d'une part le coût de ce que la mairie participe et d'autre part que cet argent donné par la mairie serve à faire que tous les enfants partent sans avoir demandé des aides, sans être stigmatisés comme les pauvres de l'école. Voilà. Chaque fois qu'il y aura un problème, je redirai la même chose. Alors, par rapport aux demandes de subvention, là encore, la coopérative scolaire, l'OCCE 13, aide les écoles, lorsqu'elles ont besoin, à trouver, à monter des demandes de dossiers de subvention. D'accord ? Ça existe aussi. Par contre, vous avez cité le conseil général. Il faut savoir que le conseil départemental, maintenant, ne s'occupe, mais alors vraiment plus du tout, de ce qui se passe dans les écoles. Ça a été le cas il y a quelques années où on arrivait à faire passer certains projets des écoles par le biais de subventions du conseil départemental.
Mais à l'heure actuelle, même l'OCCE 13, qui est l'instance qui gère les coopératives sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, lorsqu'il a un projet à une visée départementale, n'arrive pas à avoir une subvention. Il faut le savoir, ça, quand même. C'est très difficile. Et chaque instance réagit comme ça, en faisant « Est-ce que ça fait partie de mes prérogatives? Oui ou non. Si c'est non, je ne veux même pas entendre parler de votre dossier. » Pour les fonds européens, malheureusement, il faut encore que les dossiers rentrent trop souvent dans des cases qui sont prédéterminées, des politiques publiques européennes qui rentrent dedans. Si ça ne rentre pas là-dedans, les projets sont écartés. C'est la réalité. C'est pas que je suis contre ça aussi, mais c'est la réalité du terrain, ça. Et donc c'est très compliqué. Et les enseignants, la seule chose qui va se passer si on les fait monter des demandes qui vont être écartées, c'est les dégoûter et faire en sorte qu'il n'y ait plus de projet. C'est pas le but non plus. Donc moi, ils m'appellent à titre professionnel lorsqu'ils en ont. On essaye, mais c'est très compliqué d'avoir de plus en plus. Je sais que c'est très compliqué, voilà. On peut essayer les formes. Après, reste à trouver d'autres solutions qui est de faire des fêtes, des concerts, des machins et des fournir. Voilà, on ne peut pas demander à la mairie sans arrêt et de faire tout ce que les autres ne font pas et en même temps de demander aux familles. Et ça, c'est inacceptable d'avoir un minimum aussi élevé que ça. Voilà. Je crois que tous les parents d'élèves élus sur la commune se démènent largement et pour aider tous les projets. Mais encore une fois, je vous le dis, il n'y a aucun enfant qui reste sur le carreau pour des raisons financières, pour des raisons idéologiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons familiales, ça c'est oui. N'oubliez pas aussi que lorsque l'inspecteur voit un refus de plus de 3 parents dans une classe pour participer à une classe transplantée, la sortie entière est annulée. Donc d'un point de vue pédagogique, tout le projet s'écroule. Donc ça aussi, c'est la réalité. Tous vos arguments sont bons, le seul auquel vous ne répondez pas, c'est la discrimination faite aux enfants de devoir demander la charité. Non, c'est juste que nous n'avons pas la même conception et la même vision des choses. Vous êtes persuadé qu'il y a une discrimination. Moi, je vous dis, il n'y en a pas à partir du moment où c'est la coopérative qui prend le relais. Donc c'est juste le point de vue qui nous sépare et je pense qu'on ne va pas s'entendre. Mais on est d'accord sur le fond, mais sur la vision, on a une vision différente de la chose. Pour que la coopérative prenne le relais, les familles doivent venir dire à la coopérative « je ne pourrais pas payer les 100 €. Je vous l'ai dit, les enseignants et les parents le savent. Et ceux qui n'osent rien dire, et ceux qui sont modestes, qui viennent de se séparer, qui n'oseront pas demander à la coopérative, cela comment Parce que vous croyez que des parents qui se séparent, l'enseignant n'est pas au courant, c'est le premier au courant. Sur les parents qui se séparent, l'enseignant est la première personne au courant, parce qu'il en va de l'équilibre de l'enfant. Alors là-dessus... c'est la première personne qui va être mise au courant, l'enseignant. Parfois, l'enseignant se retrouve même en porte-à-faux parce qu'il y a des disputes dans la famille. L'enseignant, le parent qui se sépare, va aller dire est-ce que vous avez les moyens de payer les 100 €? Ah non, l'enseignant va proposer. Donc si on avait un minimum, le même pour tous, qu'ils soient modestes ou pas, et ensuite en revenu, ça éviterait tout ce genre de trucs. Voilà. Alors, nous allons voter. Je crois que nous sommes tout dit, ou presque. Ouais. Donc, Hélène, je ne participe pas au vote. Pardon? Je ne participe pas au vote. Mon fils part donc en classe transplantée. C'est ça, c'est une classe transplantée. C'est ça? Est-ce que je pourrais apporter une précision au débat? Chaboton est effectivement en Europe. C'est une ancienne commune des Hautes-Alpes et elle est aujourd'hui intégrée à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Donc elle n'est pas en Croatie ni en Grèce. Oui, elle a toujours été intégrée à Saint-Jean-Saint-Nicolas. nous votons. Qui est pour? Qui est contre? On va aller envoyer. C'est très beau ça. Merci. Une vue de la vache sur des hôtels extraordinaires. Le régime indemnitaire et l'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, c'est une délibération demandée par Madame le jeune secrétaire de traite. Oui, donc cette délibération est effectivement une délibération que l'on va passer à la demande de Madame la perceptrice qui nous demande de régulariser, enfin non pas de régulariser, mais d'officialiser les demandes d'heures supplémentaires donc au niveau de la commune, sachant que la commune a toujours pratiqué de façon tout à fait transparente à ce sujet-là et qu'il n'y a il n'y a pas du tout de dérive par rapport à à la pratique déjà engendrée donc au niveau de la commune. Donc je ne vais peut-être pas tout vous lire par rapport au décret, etc. Considérant donc que la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d'un repos compensateur et qu'à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, oui, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées,
Considérant toutefois que Mme le maire souhaite à titre subsidiaire, quand l'intérêt du service l'exige, pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que ces missions ont été réalisées à sa demande, et je pense qu'on peut le souligner, dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent, l'Assemblée délibérante informe que seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les agents appartenant au grade de catégorie C ainsi que ceux appartenant au grade de catégorie B. Bien sûr, ça ne touche pas les agents assimilés donc à l'encadrement. Décide d'instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires du décret du 14 janvier 2002, susvisé pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi que les agents non titulaires de droit public relevant des cadres d'emploi ou grades fixés dans le tableau ci-dessous, et ce à compter du 1er janvier 2016. Donc, dessous, vous avez un tableau où figurent, donc, en fonction des différentes filières que l'on a sur la commune, les différents cadres d'emploi pratiqués donc par les différents agents, les différentes missions pouvant ouvrir droit à indemnisation. Donc, je ne vais pas vous passer en revue tout ce qui est dans ce tableau. Sachez que ça concerne donc les filières donc des services techniques, les filières administratives, les filières de la police municipale, du service culturel et du service de l'animation. Et que l'ensemble donc des missions sont ainsi listées. Bon, c'est quelque chose de façon classique qui se passe sur la commune. Donc, on décide d'autoriser Madame le maire à mandater des heures complémentaires aux fonctionnaires et agents non titulaires à temps non complet appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Ces agents à temps non complet amenés à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la création de l'emploi qu'ils occupent seront ainsi rémunérés sur la base horaire résultant d'une privatisation de leur traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle du travail définie par la collectivité pour les agents à temps complet. En revanche, lorsque les heures supplémentaires effectuées par un agent à temps non complet dépassent les bornes horaires définies par le cycle du travail ou lorsqu'elles sont effectuées par un agent à temps complet, leur montant sera calculé conformément au décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et charge l'autorité territoriale de procéder au mandatement des heures réellement effectuées. Y a-t-il des questions à Jean-Paul? C'est pas très explicite sur le. Vous dites que c'est à la demande du putain, mais du percepteur. L'histoire des 25 heures supplémentaires, là, ça n'était pas en tout cas dans la note de synthèse qu'on a eue. Je découvre le paragraphe là, qui situe les 25 heures. La loi, il n'y a rien de. Et pourquoi elle demande de formaliser ça, la perceptrice? Parce que, on va le dire en off, parce qu'on a une perceptrice un petit peu. Pardon, je ne vais pas employer le terme, mais qui est. Mais c'est ça, il lui faut la ceinture, les bretelles, et puis voilà. S'assurer que les heures supplémentaires qui sont faites à Thibault sont bien faites dans ce cadre-là, et voilà. Conformément à ces choses-là, etc. Donc là, effectivement, cette délibération précise le cadre simplement où les heures supplémentaires sont réellement effectuées, pour qu'il n'y ait pas de dérive peut-être constatée sur certaines communes, mais je pense que nos agents municipaux ne vont pas coller les affiches par les campagnes électorales ou distribuer les tracts, comme on peut le constater peut-être dans certaines communes. Je referme la parenthèse. Non, il ne faut pas hocher la tête, ça se passe, c'est une pratique courante. C'est clair. J'aimerais préciser qu'effectivement, sur la vallée de l'Arc, beaucoup de communes qui dépendent de ce même trésorier payeur ont eu droit à ce type de délibération. Donc le CIVOM en particulier également a dû préciser quelles étaient les modalités d'attribution des éventuelles heures supplémentaires qui donnaient à ces nombreux agents, puisque nous sommes, j'ai 5 agents en tout. Donc il faut délibérer pour ce genre de choses. Quand vous dites qu'il y a des tatillons pour décrire quand est-ce qu'on autorise les gens à faire des heures supplémentaires, ça ne me paraît pas être si tatillon que ça, de définir les règles. Vous voyez, les règles, elles paraissent nécessaires d'être définies pour tout le monde. On comprenne bien quand est-ce qu'on autorise à faire les heures ou pas. Donc si c'est juste... Si c'était pas clair dans la tête de l'ensemble des agents municipaux, je pense que c'est au moins intéressant de le clarifier. Si c'est pas ça la question, c'est-à-dire que c'était clair pour tout le monde, et c'était respecté conformément à ce qui est écrit là, mais c'était pas formalisé, etc., là c'est une autre question. Voyez. Je pense que les chefs de service ils sont très attentifs. Bien sûr. Donc nous, c'était très contrôlé ce genre de choses.
Non, mais Maintenant, elle demande une délibération. D'accord. Et sur la base de quelles règles? Si rien n'était écrit, c'était quoi qui fixait comment les chefs de service disaient C'était ces règles-là, mais non finalisées. Pour les raisons de service, hein. Quand il tombe de la neige au week-end, il faut aller déneiger. Oui, c'est ici. Un exemple, ce week-end, il y a eu une tempête, on a dû appeler les associatifs pour appeler les c'est pas ça. Madame le Trésorier a décidé qu'elle ne paierait plus dans les communes dont elle a la gestion sans avoir une délibération sur lesquelles s'appliquer. Il y avait une définition de l'ensemble des rôles, des missions et du personnel concernés. La question que j'ai par rapport à ça, c'est à chaque fois que vous faites une heure supplémentaire, vous la flaguez eu égard à un des éléments de... Voilà. Ça peut rentrer dans une catégorie, dans une mission, une tâche qui est listée ici. On a déjà évoqué le sujet concernant le budget, sur l'idée des heures supplémentaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez la demande qu'on en avait faite de M. Neuville qui avait posé la question de l'évolution des charges de fonctionnement. Vous aviez évoqué l'impact des heures supplémentaires. Une question de fond, d'ailleurs, de réinterroger un peu l'ensemble des heures supplémentaires qui étaient faites. Vous avez dit que vous nous proposiez un bilan sur ces heures qui seraient faites. Ça vous parle? Alors, vous regarderez la vidéo, on remettra l'extrait. Donc, il y avait une demande qui avait été faite pour dire est-ce qu'on pourra avoir un bilan parce que. Uniquement des heures supplémentaires? Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à un changement indemnitaire? Non, au budget. Ah, dans le cadre du budget, je n'ai entendu début la question. Voilà, exactement, merci. C'était ça. Oui, exactement. C'était ça, exactement. C'était ça l'idée de est-ce qu'on est capable d'anticiper les heures, puisque, au rata de ce qu'on fait annuellement. On serait intéressé pour voir si vous faites un bilan justement de ces heures supplémentaires globalement. Sauf qu'elles sont dans des moments bien précis et souvent les week-ends. Et voilà. Parce qu'effectivement, on pourrait penser que s'il y a beaucoup d'heures supplémentaires, ça vaudrait le coup d'embaucher quelqu'un. Mais là, ce n'est pas possible, puisque ce sont sur des travaux qui sont vraiment en heures supplémentaires. En dehors des heures habituelles travaillées. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Jean-Paul, nous pouvons voter. Alors, qui est pour? Merci beaucoup. Béatrice, il s'agit des contrats jeunes. Alors, le contrat jeune est un dispositif mis en place par la commune. Il propose une aide financière au projet des jeunes Fuvelins en contrepartie d'un investissement de leur part de 5 journées dans une structure d'accueil de leur choix, collectivité territoriale, association ou entreprise. Ce dispositif a pour objectif de permettre une implication du jeune dans la vie de sa commune, de lui apporter la notion de contrat, d'engagement, d'investissement comme monnaie d'échange à un financement et lui donne donc l'occasion d'effectuer des démarches seul. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de revaloriser l'aide financière octroyée pour chaque contrat à hauteur de 200 €, d'augmenter le nombre de contrats possibles à 10 par an et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Des questions à Béatrice? Juste une petite question, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes? Oui, il y a beaucoup de demandes et puis on trouve que c'est quelque chose qui est... Et combien sont satisfaites? Combien sont... L'année dernière, il y en avait donc 8 d'attribués, aujourd'hui il y en a 10. Donc l'année dernière, il y en avait 8 à 180 €, on est monté à 10 à 200 €. Et l'année dernière, sauf erreur de ma part, on avait 2 personnes sur liste d'attente. C'est pour ça qu'on a monté à 10. C'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, mais on pense que c'est pas trop connu non plus. C'est ça. Donc on va recommuniquer dessus, notamment par le biais du journal municipal. Il y a c'est marqué sur le site. Depuis, j'ai fréquenté. Voilà. Après, c'est pas évident de communiquer beaucoup plus que ça. Sur quel type de projet La plupart du temps, c'est le BAFA ou le permis de conduire. Rien d'autre, parce que ça a toujours été ça. Mais... Ouais. Et les jours là, qui passent, ils choisissent quoi? Pardon? Les jours qui passent, la collectivité territoriale, l'association, l'entreprise, les 5 jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent choisir une entreprise la plupart du temps, et sinon une association. Il y en avait qui avaient été au Resto du Cœur.
soit 5 journées, soit 10 demi-journées. Donc ça leur permet de choisir et de s'investir. L'entreprise de leur choix. Oui. Et qui est sur la commune. Bien sûr, qui est sur la commune, et l'argent ne passe pas du tout, il n'y a pas d'argent qui passe directement par le jeune évidemment, ni par la famille. On reverse directement à l'entreprise. S'il n'y a plus de questions, nous pouvons voter. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Je vous lis la première question. Oui. Donc, une nouvelle activité industrielle semble s'être installée sur la parcelle AM28 au quartier Rive-Haute, en bordure de la RD6, dans la direction Gardanne-Traite. Il s'agit d'une parcelle agricole qui est utilisée à des fins d'activité industrielle produisant un certain nombre de nuisances. Pourriez-vous nous confirmer l'installation de cette nouvelle activité, nous indiquer quel en est l'exploitant et nous indiquer les autorisations qui lui ont été délivrées? Bien. Il y a bien quelques semaines que nous occupons de ce dossier, puisque les riverains se sont inquiétés assez vite. Donc l'activité à laquelle vous vous référez est une activité de stockage de bois et transformation en plaquettes à destination de collectivités et écoles pour le chauffage. Cette activité est exercée par une entreprise commerciale sous la parcelle AM28 située en zone agricole et qui est louée. Suite à des contrôles, à des plaintes de voisinage et à des échanges avec la direction des routes du conseil départemental, nous vous informons qu'un arrêt interruptif et une mise en demeure de cessation d'activité ont été dressés à l'encontre du gérant de cette société. Cette mise en demeure est assortie d'une demande de remise en l'état du terrain sous un délai de 30 jours et nous vous confirmons qu'aucune autorisation n'a jamais été délivrée à cette société. Voilà. Donc, actuellement, ils sont tenus par un arrêt interruptif. Voilà. La deuxième question. Concernant le projet de requalification du centre-ville, vous avez indiqué qu'une nouvelle réunion publique aurait lieu en ce début d'année suite à la révision du projet initial. Pouvez-vous nous indiquer la date de cette prochaine réunion publique? Voilà. Donc, la commune, suite à la concertation qu'elle a initiée au mois d'octobre dernier, a effectivement demandé à l'équipe missionnée pour étudier ce projet de revoir et d'amender certains points du dossier. Les études complémentaires sont aujourd'hui terminées et nous pouvons effectivement vous confirmer qu'une nouvelle réunion publique de présentation de ce projet aura lieu le vendredi 18 mars 2016 à 19h. C'était prévu depuis effectivement quelques jours. Quant à la troisième question, je me permettrai d'y répondre quand je saurai un peu plus où je vais, puisqu'il n'y a eu encore aucune réunion. Nous ne savons pas du tout à propos de la métropole ce que nous allons faire, quand nous serons convoqués, quand nous allons commencer à travailler, et nous n'avons absolument aucune connaissance de ce qui va se passer. De même que pour le conseil de territoire, nous ne savons pas du tout comment tout ceci va se passer. Donc je me permettrai d'y répondre un peu plus tard. Voilà. Donc le conseil municipal est terminé. Je vous remercie de votre attention, de votre patience et de votre écoute. Les débats sont toujours intéressants. Bonne soirée à tous. Dans la caméra. Je vais arrêter.